Amis sportifs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 17 juillet. Bienvenue, Fred Plus, sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport. Au menu ce soir, du football avec le sacre de l'Espagne à l'issue de la 17e édition de l'Euro qui s'est achevée dimanche dernier du côté de l'Allemagne. L'Angleterre n'a pas pu arrêter la Roja, championne pour la 4e fois de son histoire. On va en parler dans la pause actu, tout comme on parlera également de basketball dans la première partie de cette émission. Pascal Siakam, notamment avec son contrat qu'il a signé avec Indiana Pacers pour 4 ans, pour un montant de près de 190 millions de dollars. On tentera évidemment de décrypter l'impact de cette signature dans cette émission. Et puis en seconde partie de l'émission, 2 thèmes ce soir dans le débat. À quand la finale de la Coupe de football, de la Coupe du Cameroun de football masculin, après que les femmes aient rendu leur copie il y a quelques jours. Et puis la seconde thématique nous amena à interroger aussi l'importance ou alors l'impact que veut donner la fédération en décidant donc de former la secrétaire générale de clubs sur le programme FIFA Connect. Voilà un peu pour le menu global de cette émission. Ce soir, nous avons en plateau Serge Kamdem-Kwam, ancien dirigeant de club, notamment de Fauveau Club de Baham. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Juste à côté de vous, Emmanuel Mahop, consultant sportif. Emmanuel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous m'honorez en m'associant à cette thématique, que dis-je, à ce souper footballistique. Voilà, c'est sympa. Je salue ceux qui nous regardent, je salue les compagnons, les techniciens et vous-même en plateau, ma belle midi. Le président Albert Atangana-Foudé est avec nous ce soir. Journaliste Albert, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Makeda, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. On va donc démarrer cette émission par la pause actu le premier sujet nous amène du côté de l'Europe. Emmanuel, avec l'Euro 2024 qui a donc rendu sa copie le week-end dernier. La finale cette année opposait l'Espagne à l'Angleterre et au finish, l'Espagne s'est imposée face aux Anglais. Pour vous, c'est un sacre qui vous a surpris ou pas à regarder cette équipe espagnole? Il est évident que depuis l'entame de la compétition, de la 17e édition de cet Euro qu'abritait l'Allemagne, l'Espagne a démontré avant la finale que c'est une équipe sur laquelle on pouvait compter, sur le plan offensif, sur le plan défensif également. Quand vous avez marqué 15 buts avant la finale et que vous en avez concédé 3 seulement, vous êtes une équipe à abattre, ce d'autant plus que vous produisez du jeu et surtout vous mettez en exergue la jeunesse. Donc l'Espagne démontrait qu'elle avait des facultés. Mais l'Espagne a remporté, c'est vrai, on ne va pas revenir dessus, mais en quart de finale, il y a eu des faits de jeu, notamment un sur la main, le bras décollé ou non de Cucurella, et contre la National Mannschaft qui épuisait en quart de finale, peut-être le président de la Ligue de l'Ouest qui épuisait singulièrement arbitre de foot va nous en dire davantage, mais là-dessus, si on siffle penalty, ça fait de mal à personne, donc peut-être si on siffle penalty, on est à 1 but partout, la National Mannschaft peut marquer, le match change, donc voilà. Donc après, c'est un fait de jeu qu'on va balayer forcément, qu'on va reléguer au calendrier grec, c'est une certitude. Donc l'Espagne, on va le dire, vraiment sans langue de bois, qu'elle a mérité, même si sur le match à proprement parler, sur la finale, honnêtement, elle marque 2 buts sur les erreurs de défense. Parce que le tout premier, en toute honnêteté, Yamal, il est complètement... On le laisse faire son show, il part à la droite, il rentre. Il y a Luke Shaw justement qui, pour cette édition, ne commençait pas les matchs, l'arrière gauche de Manchester United, mais que Southgate décide de titulariser. Il le laisse un peu faire et il trouve son coéquipier à gauche. Et malheureusement, là-dessus encore, il y a Alker qui ne revient pas vite et qui fusille le portier Pickford. Donc après, sur le deuxième but, c'est la même chose. Cucurella en fait une match 86e minute, qui fait un centre très fuyant. Il y a Arizabal qui vient de rentrer. Il y a Stone justement qui fait un marquage limite. Donc ces 2 faits de jeu à contrario justement du but marqué par le nouvel entrant de sa numéro 24 sur une passe en retrait de Bellingham. C'était quand même un peu construit. Du moins Bellingham fait une passe en retrait. Donc 2 erreurs de défense justement.
championnat, dû forcément à la qualité technique de l'Espagne qui leur permet de gagner. Donc, in fine, on va dire bravo à l'Espagne. Elle est championne pour la 4e fois, c'est historique, c'est quelque chose de bien. Il rentre dans le livre Guinness, mais moi personnellement, je vais finir par là. Je voulais bien que l'Angleterre remporte parce que l'Angleterre n'a remporté qu'en 66 dans les conditions que l'on sait que l'Elizabeth venait d'arriver au trône. Donc, contre la RFA, le ballon n'a jamais franchi la ligne de but, mais on valide parce qu'il faut, j'allais dire, donner l'onction à l'accession, j'ai envie de dire, de Queen Elizabeth parce qu'il devient entre-temps. Mais l'Angleterre n'a plus rien apporté. L'Angleterre qui a en son sein le meilleur championnat, y évolue les meilleurs joueurs du monde, notamment Balipa et peut-être le paradoxe aussi qu'on peut c'est un paradoxe. Donc, moi, je voulais l'Angleterre, mais une fine, l'Espagne remporte. On va se contenter de ça et dire bravo, bravo. Alors, Président, vous voulez aussi l'Angleterre à l'issue de cette finale? Non, écoutez, l'Espagne était favorite pour moi. J'avais pronostiqué 100 jours paris sportif. J'avais pronostiqué pour l'Espagne. Je crois que j'ai vu cette équipe évoluer. Et comme l'a si bien dit Emmanuel Mahop, ils ont misé sur la jeunesse. Et puis, ils ont un style de jeu vraiment propre à ce pays, à l'Espagne. Maîtriser le ballon et en faire ce qu'on veut. Et vous avez vu, je savais, malgré l'égalisation de l'Angleterre, même s'il est vrai que Mahop voulait à tout prix supporter l'Angleterre, je l'ai suivi sur son plateau, moi je savais que n'importe comment l'Espagne allait gagner parce que ils avaient la possession du ballon et quand tu as la possession du ballon, et encore que eux, c'est difficile qu'ils reviennent par derrière, ils avancent, ils jouent sur les latérales et puis ils cherchent la faille et c'est comme ça que ça a marché. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de mérite. Que l'Angleterre n'ait pas gagné depuis, ce n'est de la faute à personne. Il faut pouvoir. Et puis le meilleur championnat, c'est vrai, mais avec des vedettes qui viennent d'ailleurs. Il faut qu'ils forment leurs propres grandes vedettes. Pour pouvoir aller très haut. Et puis au classement FIFA, l'Espagne est toujours pratiquement entre la première et la deuxième place. Donc pour moi, ça ne m'a pas surpris que l'Espagne remporte ce trophée. Ça ne vous a pas surpris ce sacre de l'Espagne après 64, 2008 et 2012, voici donc 2024. Serge Kamdem-Kwam, vous qui regardez évidemment cette actualité récemment, ce sacre aussi de la Roja, quelle analyse? Disons que le pronostic donnait l'Espagne déjà favorite de par sa façon de faire. Je crois que les prédécesseurs l'ont décrit avec beaucoup de doigté. L'Espagne était l'équipe la plus à même de remporter ce trophée sans trop de mal. Mais vous savez, les finales en réalité, comme on dit, elles ne se jouent pas, elles se gagnent. Ouais. Et l'Angleterre avait, pour ceux, même moi, j'étais de ceux qui pensaient par rapport à l'histoire de notre football, connaître le football et l'avoir créé comme tel est le cas et se concentrer justement sur un seul trophée de 1966 qui est dans les calendes grecs, ça fait quand même vieux pour un des championnats les meilleurs au monde. Donc le souhait, ça c'est un souhait seulement, mais il faut matérialiser cela sur le terrain. L'Angleterre malheureusement n'a pas su dépasser malgré la position de balle dont on a parlé tout à l'heure, parce que dans les finales, vous avez beau posséder le ballon, ceux qui marquent le but assassin, comme tel est le cas, là à laquelle l'Espagne marque le deuxième but, si c'est l'Angleterre qui le fait, l'Espagne va perdre, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire quel que soit le déferlement qu'on fera sur le bloc équipe, n'importe comment ça ne marchera pas. Et regardez bien comment le but, il vient le but assassin. C'est-à-dire il y a une attaque rapide de l'Angleterre qui n'aboutit pas, et dans le repositionnement tactique, l'Espagne a la justesse de faire les longs ballons qui n'est pas dans ses habitudes. Et dans ces longs ballons, il cherche le côté opposé par rapport au bloc équipe anglais. Et de ce côté opposé va un retrait rapide dans le dos de la défense. Et le gars a... Parce que vous savez, la chance ne s'enseigne pas à l'école, mais on la cultive dans le travail. Et plus vous êtes habile, un moment de la chance, c'est pour vous. Et l'Espagne a eu beaucoup de chance sur ce ballon-là, qui n'est même pas de position de hors-jeu, qui n'est rien, pour qu'on arrive à un but qui soit assassin, parce que c'est un but qui entre quand même aux encablures de la 90e minute. Donc, j'ai dit c'était peut-être écrit que c'est l'Espagne qui gagnera en 2024. Et je pense qu'au niveau du jeu, on a vu une équipe jeune, parce qu'il faut apprécier ça. On a vu une équipe qui, sur le plan de la cohésion,
avait tout pour pallier à toutes les évidences par rapport aux adversaires qu'il rencontrait. On l'a vu quelquefois en difficulté devant les équipes physiquement trop fortes, mais elle a su à chaque fois trouver l'élément nécessaire qui est débloquer la situation et s'est hissé sur le toit de l'Europe. Moi, je pense que c'est un beau champion. L'Angleterre ne doit pas, pour moi, démériter parce que faire déjà 2 finales comme ça d'affilée, ça veut dire qu'il y a quelque chose en Angleterre qu'on est en train de cultiver. L'esprit de la gagne et peut-être en travaillant davantage, ils vont se retrouver au niveau de l'Espagne aujourd'hui et ça fera du bien à tous ceux qui aimeraient bien voir cette équipe-là au firmament de notre football. Donc moi, je pense que l'Angleterre, c'était une très belle finale en 2 bonnes équipes. Ouais. Et l'Espagne est le meilleur vainqueur qu'on puisse avoir dans cette confrontation-là. Voilà. Alors, je vais rester avec vous, Serge, parce que je voudrais également avoir votre avis. Après cet Euro 2024, il y a une vive polémique qui est née. Certains qui estiment que bon, l'Euro, c'était pas trop ça, mieux la Coupe d'Afrique des Nations de football. Est-ce que la CAN a plus de valeur que l'Euro, selon vous? Je pense qu'il y a des débats qui parfois sont suscités par les médias que vous êtes, qui peut-être ont leur place par rapport à une classification continentale, mais il faut bien qu'on sache rester dans notre contexte. L'Europe, en termes de continent, c'est pas trop large comme l'Afrique. Et les équipes qui y évoluent se connaissent toutes. Parce que vous allez voir un Anglais, il joue par exemple au championnat français ou l'inverse, un Géorgien ou bien un Polonais, tous sont dans le même environnement, ils se connaissent. Et ça devient donc des derbys régionaux, un peu comme ici. C'est-à-dire, lorsque vous vous affrontez et vous connaissant, forcément, chacun sait quelles sont les forces et les faiblesses de l'autre et ça va se jouer sur les détails. Donc ça va pas être la gaieté, le beau jeu que tout le monde attendrait. Si c'était une finale ou bien un match Angleterre-Argentine, qui sont de 2, ou bien Angleterre-Mali, je dis n'importe quoi, on verrait différemment parce que c'est 2 styles totalement opposés. Mais les gens qui ont l'habitude d'évoluer ensemble, dans les mêmes conditions, quand ils s'affrontent, il y a une certaine neutralité naturelle. Donc on ne peut pas vouloir voir un euro qui va être flamboyant. Rarement on a vu un euro flamboyant, rarement. Parce que ce sont des pays qui sont trop voisins dans la façon de faire. Et d'ailleurs, quand vous regardez la classification FIFA qui est faite, même pour qualifier les clubs en Champions League, l'Angleterre est numéro 1 parce qu'il a le meilleur championnat. Mais voilà l'équipe anglaise qui n'arrive pas à gagner le championnat d'Europe, pas parce qu'elle ne peut pas gagner. Parce que ceux qui viennent jouer en anglais ne sont pas tous les Anglais. Ce sont les meilleurs du monde qui y viennent jouer. Et quand vous mettez tous les meilleurs ensemble, forcément vous avez la meilleure équipe du monde. Mais ce n'est pas parce que c'est dans ces conditions-là que vous allez... Non. Maintenant, regardez la CAN. Notre CAN a sa particularité, c'est que vous prenez les meilleurs joueurs africains, que ce soit du terroir ou de l'extérieur, que vous mettez ensemble pour une fête. Donc il y a ces retrouvailles d'abord, il y a ce développement infrastructurel qu'on qualifie, il y a cette volonté pour la Confédération de faire en sorte qu'il y ait une saine émulation autour de cette compétition qui importe l'étendard de l'Afrique et ça n'a pas la même visibilité que l'euro. Parce que l'euro, lui, vient être une consécration alors que la CAN chez nous, c'est un moyen de développement. Donc si on veut aller dans les considérations, est-ce que la CAN est au-dessus de l'Europe ou l'inverse? C'est pas... Je ne crois pas que ce débat va être intéressant pour nous. Et chacun dans son contexte, à mon avis, a son importance par rapport à l'enjeu et l'environnement dans lequel il évolue. Alors, Président Atangana Foudaye, Serge qui estime que la CAN, c'est un peu chez nous, c'est comme un moyen de développement, tandis que l'euro, c'est comme une consécration. Je crois qu'il a raison, même si pour l'euro et aussi la Coupe du Monde, ces pays-là refont leur stade, reconstruisent, arrangent ça, les modernisent. Donc même chez eux aussi, il y a les infrastructures à rénover et tout. Mais vous voyez, le problème de la CAN, comme il a dit, c'est peut-être pour aider au développement sportif et tout chez nous. Mais il y a côté jeu, côté sportif, il y a ce problème-là de nos stars qui arrivent et que nous ne prenons pas véritablement en charge et qui jouent avec des réserves, si je peux le dire comme ça. C'est vrai, certains se donnent à fond, mais on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vont pas jusqu'au bout de leur grande forme. Par rapport à ce quand on les voit jouer dans les clubs où ils sont totalement pris en charge côté assurance, santé, tout social, tout cela joue.
Si on prend le cas du Cameroun, vous voyez, et puis il y a aussi ça, est-ce que nous retenons les meilleurs? Il y a ça. Et ça se passe dans plusieurs équipes. Et au-delà de cela, il faut comprendre que les populations africaines ont encore beaucoup de choses à intégrer. Par exemple, quand on voit une CAN avec un stade à moitié plein, on se pose des questions, alors qu'il y a des stars. Et les gens sélectionnent. Burkina Faso contre Mali, bon, c'est les gens de l'Afrique. Si ça se joue en Égypte, les déplacements sont compliqués. Il n'y a pas. Alors qu'en Europe, c'est pratiquement un seul pays. Avec, quand on parle de visa Schengen, c'est tout. Tu entres dans un pays, tu peux aller dans toute l'Europe. Avec ça, donc, et il y a des infrastructures routières qui permettent que les stades soient archi pleins. Et puis la mentalité qu'ils ont, ils viennent au stade soutenir leur club. Ils ne viennent pas pour chercher autre chose. Que l'équipe perde ou pas, ils sont là à chanter du début à la fin, à faire bouger les tribunes. Ça, il manque ça chez nous. Chez nous, il y a comme une sorte de retenue. Ah, pourquoi tel est comme ça? Pourquoi ceci? Moi, je ne peux pas aller voir tel joueur, il ne va rien m'apporter. Donc, on ne peut pas faire de comparaison à 100%. Mais l'Euro est plus populaire, est plus sportivement parlant. L'Euro regroupe les meilleurs stars du monde. Même si c'est vrai que la CONCACAF là-bas aussi, qui jouait avait aussi ses vedettes. Mais je dis une chose, chez nous, c'est comme une faveur que nos grandes vedettes viennent jouer la CAN, malgré les textes de la FIFA. Donc tout cela, ça baisse un peu le niveau de la CAN qu'il faudra, il faut cultiver, il faut faire beaucoup de choses pour que la CAN soit à un niveau supérieur. Voilà, pour sortir de là, Emmanuel, la CAN ou l'Euro? La CAN déjà, parce que je suis africain, c'est une certitude. Bon, après, mes politiciens, ils ont dit des choses sympas que je partage, notamment Serge d'abord, justement, qui met en exergue le volet infrastructurel. D'ailleurs, il voulait le dire en filigrane, c'est quand on abrite une CAN, forcément. Et il faut arranger les hôpitaux, etc. Voilà. Le volet infrastructurel, justement, sur lesquels se produisent du spectacle. Ça, c'est une certitude, il a raison là-dessus. Le doyen aussi, il a parlé justement de l'ouverture de cette Europe-là, avec le Schengen. Donc forcément, quand on est dans un coin, on se rend dans l'autre sans visa. Ça, c'est un atout. Mais après, sur le plan du jeu, en réalité, on pourrait comparer. Parce qu'en Europe, l'Euro se joue en été. Mais qui se dit été, dit pour les joueurs quand même une accumulation de matchs en club. C'est une certitude. Donc ça peut avoir un impact aussi. Hein. Ça, il faut pas perdre ça de vue. Mais sur un tout autre plan, sur le plan de la visibilité, sur le plan festif, sur le plan de l'accessible dans les stades, les spectateurs, généralement, quand on est juilletiste ou haussien, Serge le sait, c'est les vacances. Donc on peut se rendre au stade sans problème. Donc c'est un peu les avantages de l'Europe. Les avantages de l'Europe aussi, c'est que sur le plan pécunier, sur le plan de la cagnotte, évidemment, la cagnotte, elle est un peu plus sympa. Mais c'est les sociétés de consommation. Voyez-vous, la FIFA aussi a pensé à ça à un moment donné et leur donne pas mal d'avantages. Je fais un intermède pour répondre à cette question. Quand on regarde justement une Coupe du Monde, par exemple, à 32 avant, parce que c'est l'avenir va se jouer à 48, on se rend à l'évidence que l'Europe, qui a autant de pays que l'Afrique, environ 53 ou 54, part déjà favori avec 12 ou 13 qui participent en phase finale de Coupe du Monde. En Common Ball, c'est une dizaine de pays, mais il y en a 4 déjà qui sont qualifiés à un 5e qui jouent les barrages. À contrario de l'Afrique, justement, avant l'avènement de la Coupe du Monde à 48, on se qualifiait à 5. Donc vous voyez déjà, j'allais dire, le gap qu'il y a. C'est la raison pour laquelle moi je me suis réjoui. Et là, pour répondre définitivement à votre question sur un tout autre plan, je me suis réjoui que la Confédération africaine de football, à un moment donné, est maintenue, et ça y est, tout l'a fait, maintenu l'orthodoxie
partie de la fête du foot africain qui se joue entre janvier et février. C'est hyper important. Parce qu'on veut à tout prix la basculer, on veut la bousculer, mais les circonstances font qu'à un moment donné, même au Maroc d'ailleurs, ça va se jouer en décembre et en janvier pour l'année prochaine. Donc c'est un facteur important. Donc il faudrait que l'Afrique soit elle-même, comme le disait le président Mobutu. On joue en janvier et en février. Et pendant qu'on joue justement, et ça je m'attaque au plan du jeu, les joueurs, les acteurs qui viennent ne sont pas fatigués pour autant. Donc ils sont quasiment à la mi-saison. Donc ils donnent du leur. Mais le bémol, c'est qu'évidemment, il y en a certains qui choisissent, même si la FIFA, justement, les règles là-dessus sont assez strictes. Mais sur un tout autre plan, l'Afrique est pas favorite. Pourquoi? Parce que c'est festif, ça c'est une certitude. En dehors du terrain, absolument, c'est le volet culturel qui est mis en exergue. C'est hyper important. Il y a beaucoup plus de facilité, il y a beaucoup plus, j'allais dire, cette joint venture familiale entre toute l'Afrique, même s'il y a une restriction à prendre des visas à chaque fois, et sur le plan du jeu aussi, quand on est un peu plus frais, évidemment, qu'on peut produire du jeu. À titre d'exemple, pour finir, CAN ivoirienne, c'est vrai qu'il y a eu 52 matchs, CAN ivoirienne, c'est 118 buts marqués. Euro, s'il y a eu 50 parce qu'il n'y a pas de match de classement, c'est 117 buts. Il y a un gap d'un but, c'est vrai, en faveur de l'Afrique. Donc il aurait pu avoir le 52e match en Europe, qu'on n'aurait pas, qu'on aurait fait 0-0, peut-être qu'on aurait allé au tir au but. Donc moi je pense que sur le plan du jeu, à proprement parler, tous les acteurs, hein, Serge le sait, le Doyen aussi, qui ont suivi la CAN et l'Euro, s'accordent à dire que pour 7 euros, sur le plan du jeu, à proprement parler, l'Afrique quand même légèrement prend le dessus. Parce qu'en dehors de l'Espagne, ça fait sourire, ça. Oui, en dehors de l'Espagne, honnêtement, on n'a pas rencontré une équipe qui est produit du jeu à proprement parler. Mais les équipes africaines, même si elles peuvent perdre au tir au but, même si elles peuvent perdre sur un match à élimination directe à un produit du jeu, on sent que le gris africain, c'est-à-dire la technique africaine, semble être au-dessus de manière globale de l'Europe. Et moi, personnellement, je ne changerai jamais ma nationalité, ou du moins, je préfère valider l'Afrique, parce qu'en Afrique, il suffit justement que les moyens soient mis, que la cagnotte soit davantage élevée, que la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, irait titiller même la Coupe du Monde en termes de jeu, à proprement parler. Serge, pas d'accord. Non, pas que je ne suis pas d'accord. J'apprécie plutôt l'enthousiasme et le côté panafricaniste d'Emmanuel. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faille apprécier. Mais je pense qu'il ne faut pas se lancer non plus dans des affirmations qui, pour moi, peuvent être un peu embêtantes pour ceux qui écoutent. En réalité, si nous voulons parler du football dans le contexte africain et européen, il faut être sorcier pour comprendre qu'en Europe, le foot, il est structuré mieux que chez nous. Ça, et si on n'est pas sorcier là-dessus, et si c'est la façon à laquelle on se forme qui nous permet d'évoluer après, comment pouvons-nous être dans des conditions inférieures et être supérieurs à l'arrivée de façon en valeur absolue? Je pense que ce n'est pas très correct. C'est-à-dire, l'euro, sur le plan de la compétition... Non, j'en viens. Je veux dire ceci. Le fait que les gens soient formés dans les mêmes conditions, bien qu'elles soient les meilleures, entre guillemets, les met dans une situation de rivalité totale. C'est-à-dire lorsqu'elles s'affrontent, lorsque ces personnes-là s'affrontent, il n'y a pas beaucoup de décalage. C'est pour ça que la lecture extérieure fait croire que l'Afrique, peut-être, ça serait mieux. Parce que lorsque les Africains s'opposent malheureusement entre eux, contrairement à ce qu'on voit en Europe, le gars en Congo, Kinshasa, va danser la samba avec le ballon. C'est son gris-gris. Le gars au Cameroun va dire, attention, moi je veux le but, le hemlé. Donc vous voyez que l'état d'esprit n'est pas le même. C'est-à-dire, même si le résultat, c'est la victoire, chacun a, le football en Afrique australe a son mécanisme et tout ça. C'est pas qu'en Europe, il n'y en a pas. Mais vous allez vous rendre compte que c'est un jeu dans lequel ça se joue sur ce qu'on appelle les stratégies. C'est-à-dire, au niveau de la neutralisation, les blocs équipes fonctionnent en fonction des paramètres qui sont devant eux. Quand vous avez un Jude Bellingham devant vous, l'Espagne ne va pas se dire, comme elle est toute forte, elle va le négliger. Non. On va trouver des gens qui vont avoir pour mission de l'empêcher de construire le jeu anglais. Parce qu'on sait que s'il le fait, l'Angleterre le mettra en difficulté. Et quand on mettra des gens au milieu de terrain comme les Rodri et tout ça, qui ont pour mission de le neutraliser, on sait que lorsqu'il sera neutralisé, l'Angleterre va s'appuyer sur les Chaka et autres sur le côté. Et on va mettre chaque fois 2 personnes qui vont venir sur Chaka quand il aura un ballon. À l'arrivée, il n'y aura pas de jeu. Donc on aura un ballon que soit tu prends, tu n'as pas d'issue, tu cherches Dieu, il est bloqué, tu cherches Saka, tu ne peux pas lui donner, tu vas forcément soit faire un long ballon, soit essayer quelque chose qui n'était pas prévu. Et c'est là que ton ingéniosité va intervenir. Or, chez nous, tout le monde sait que le Cameroun, c'est un pays, par exemple, où on joue direct, on met la force. Le feu africain, il est comme ça. Ça, c'est pour le Cameroun.
Vous allez voir un autre pays africain qui est là, ne peut pas faire la force. Il est obligé de passer par les couloirs, chercher à jouer son football samba et tout ça, comme on est en train de dire. Donc en fait, c'est deux environnements psychologiquement et même socialement différents. Et c'est pour ça que je me suis réjoui. Il fait une intervention extraordinaire en 30 secondes. J'aurais plus le temps de parole là-dessus. Je suis à fond la caisse d'accord avec lui. Et l'exemple, elle est, j'allais dire, la preuve, elle est faite par 9. Parce que l'Espagne gagne. Pourquoi? Parce que vous avez 2 Africains sur les couloirs. C'est hyper important ce que Serge vient de dire. Vous avez le Ghanéen à gauche, vous avez le Marocain à droite. Et la différence, elle est toute faite. Et vous avez Rodri justement pour jouer les box-to-box. Mais il dit quelque chose qui est... C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur le jeu. Ça veut dire que sur le jeu, l'Afrique, à mon avis, c'est un cran au-dessus. D'accord, c'est ça, vous terminez. Justement, j'aborde dans son sens par rapport à l'exemple qu'il vient de donner aux Africains qui sont dans cette sélection. Je crois qu'on en a dénombré 53, 58 d'origine africaine qui étaient dans les diverses sélections. Vous voyez qu'ils ont été formés avec les Blancs dans les conditions idoines. Ils se montrent meilleurs et ils sont sélectionnés. Et on leur demande de changer de nationalité, tout ce que vous voulez. Si tous ces gens-là venaient jouer chez nous, ce serait totalement différent. Et de deux, la CAN gagnerait à faire, par exemple, comme il y a la Coupe du Monde en 2026, à ne plus faire c'est-à-dire finir la CAN et recommencer des éliminatoires. Il faudrait qu'on mette, une fois ça a été fait, que les 5 ou les meilleurs de la CAN sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Alors là, vous allez voir comment ça va être très très fort sur le terrain. C'est curieux, c'est comme ça que ça se fait chez les femmes. Chez les femmes, ça se passe comme ça. Oui, mais malheureusement, chez les hommes... Il faudrait que chez les hommes... Il y a un aspect dans la permission du grand frère. Ce qu'on vient de développer sur les Africains qui sont devenus européens nous interpelle à plus d'un niveau. Nous comprenons bien que, quand nous regardons par exemple des équipes comme la France, ce sont des Africains à 95%. Tout à fait. OK? Ça veut dire que si nous réussissons à créer l'environnement idoine pour la formation, nous pouvons, par rapport au potentiel que nous avons, tutoyer ces grandes nations, par rapport à notre organisation aussi. Donc, si eux, ou bien si nos frères, réussissent à aller développer ces nations-là dans le plan du sport, ça veut dire que nous avons du potentiel. Ça, c'est naturel d'abord. C'est la valeur intrinsèque de l'Africain. Maintenant, nous devons réussir à mettre ça ensemble dans une organisation adéquate, dans une politique consensuelle, pour éviter ce que vous avez dit à l'entame, qui est est-ce qu'on prend d'abord, est-ce qu'on choisit d'avoir le meilleur joueur? C'est des considérations qui ne doivent pas régner dans notre esprit, ça. Et vous allez voir que ça nous ramène à un autre sujet, celui de la vie et la survie, qui sont des concepts qui conditionnent l'état d'esprit. En Occident, on ne survit pas, on vit. Tout à fait. En Afrique, on survit. Et ça, quand on est dans ces deux mondes-là, dans la survie, il y a le problème alimentaire. Absolument. Tout à fait. Et vous savez, quand on a faim, on ne comprend rien. Donc, je voulais mettre cette parenthèse pour que le débat, quand vous allez l'orienter après, Lydie, soit plus intéressant. D'accord. Je crois que c'est un sujet même qui mérite... une émission entière. Voilà, dans l'une de nos éditions, pourquoi pas, en intégrant aussi la COPA. On essaie un peu de voir ces différentes compétitions, la valeur ajoutée, etc. Donc, on va, en attendant, parler basketball avec vous, Emmanuel Marop, Pascal Siakam, Indiana Pacers, 4 ans, 189,5 millions de dollars, soit près de 115,7 milliards en termes de francs CFA. J'espère que le calcul est bon. Alors, il est arrivé en janvier dernier, et puis à 30 ans, 2,3 mètres, titulaire indiscutable. Pour vous, cette signature avec cette formation, comment est-ce que vous l'avez vécu? Quand vous êtes habité par le Saint-Esprit, honnêtement, vous en arrivez à avoir des thématiques qui se suivent, voyez-vous. On parlait de la compétence, entre guillemets, des valeurs africaines, tout à l'heure dans le foot, mais de suite, on en vient à parler d'elle dans un autre sport collectif, qui est le basketball. C'est très important. Vraiment, je vous applaudis là-dessus parce que
il y a une relation en réalité, il y a une corrélation entre le premier sujet, même si ça parlait de foot et le basketball. Maintenant, on parle de Pascal Siakam. En toute honnêteté, c'est ce qui se fait de mieux avec Joe Embiid maintenant en Afrique dans le basket. Parce que je sors même du contexte purement camerounais. Parce que quand vous scrutez, j'allais dire, les performances de Pascal Siakam, depuis son arrivée en NBA, c'est stratosphérique, vraiment ça se passe de tout commentaire. Autant on peut faire des émissions entières à parler justement de la technique individuelle des footballeurs africains, on pourrait en faire des émissions sur Pascal Siakam sur 2 mois. Parce que c'est très important de le dire. Pourquoi je le dis? D'ailleurs, permettez-moi, entre guillemets, de rendre un hommage à un grand homme, Mbamouti, justement, à l'origine duquel certains Camerounais, comme Joe Embiid et Pascal Siakam, maintenant, tutoient le basket mondial. Voyez-vous, c'est lui. Pascal commence, il a 16 ans, premier camp, training camp, c'est comme ça qu'on l'appelle, à Yaoundé. Ben, on le scrute, mais c'est l'année d'après, à 18 ans, en Afrique du Sud, justement, que le président des Raptors de Toronto, le Nigérian, le voit, ça veut dire il le voit, tiens, il avait vu à Yaoundé, il le voit de près, il se rend à l'évidence que Pascal Siakam, même s'il est longiligne, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Rappelons somme toute en passant, Pascal aurait dû être prêtre, parce que c'était sa vocation au début. Il aurait dû être prêtre. Maintenant, il va en NBA, etc. Il est drafté au Toronto Raptors. Je rappelle que les Raptors de Toronto, avant l'arrivée de Pascal Siakam, n'avaient rien remporté. Alors qu'ils avaient quelqu'un, joueur extraordinaire qu'on appelait Vince Carter, qu'on appelait Air Canada, voyez-vous. Il n'avait rien rapporté. Donc Pascal Siakam s'amène. En 2016, il fait d'abord 6e homme, etc. Il rentre, il commence à jouer, mais 3 ans après, en 2019, il permet à tout le Canada, à toute la franchise, à la franchise canadienne justement d'avoir de la lumière avec une bague en diamant. Pascal Siakam, comme Camerounais ne l'avait fait. D'ailleurs, on avait fait des émissions entières ici à en parler. Il se trouve donc qu'il prolonge son contrat, etc. Mais cette année, son contrat devait finir normalement en été. Mais comme il était free agent libre, le président n'a pas voulu le reconduire parce que certainement, il voulait d'autres jeunes joueurs, etc. etc. Mais Indiana Pacers a la vista d'aller le chercher justement pour éclairer la ville de Indianapolis. Parce qu'il faut rappeler que les Indiana Pacers avaient en leur sein un joueur qui était très adroit aux 3 points qu'on appelait Reggie Miller. Il n'a rien gagné. Tout ce qu'il a fait, c'était finale de conférence Est. Mais cette saison, en quelques mois seulement, grâce à, on va dire comme ça, grâce à Pascal Siakam, ils font finale de conférence, même s'ils n'ont pas remporté. Indiana Pacers n'a jamais remporté de NBA avec Reggie Miller qui était le joueur, le key player depuis un certain temps. Donc il se rend donc à l'évidence que comme il est agent libre, il vaut mieux le proroger pour 4 ans. 4 ans. Voyez-vous. Et cette somme astronomique. Honnêtement, ça vous rend fou, Emmanuel. Vous en parlez avec des frissons. Oui, mais j'en parle avec des frissons. J'aurais même souhaité, parce qu'il y a d'autres thématiques, que nous parlions que de Pascal Siakam, parce qu'on parlait des valeurs africaines maintenant dans le foot. Mais écoutez, vous rendez compte que Pascal Siakam, dont le père est décédé en 2014, d'ailleurs, il en avait été affecté, et davantage, quand son père, il est déjà aux États-Unis, il n'a pas encore prorogé son séjour, etc. Il ne peut pas venir au Cameroun. Et bien, il se résout, donc, parce que son père a voulu qu'il joue au basket. Il dit, OK, papa, parce que tu n'es plus là, je vais jouer au basket pour te rendre hommage. Et il lui rend bien hommage, parce que 5 ans après, en 2019, il remporte la bague de diamant. Donc Pascal Siakam, honnêtement, les Indiana Pacers ont compris l'importance. Ce qu'ils se disent, si vous avez fait finale de conférence, voyez-vous, peut-être d'ici 2 ans, il se projette, ben voilà, il peut faire... il peut remporter le titre. Parce que quand vous faites finale de conférence, quand vous remportez la conférence, justement, vous jouez la finale au bout de 7 matchs avec celui qui a remporté la conférence Ouest. Parce qu'ils sont à l'Est. Donc ça peut se faire. Et moi, je me suis réjoui justement de la manière dont ils ont opéré. Ils le font signer justement. Il n'est plus agent libre pour les 4 prochaines saisons. Voilà, vous avez fait mention de la somme. Ça démontre à souhait que Pascal Siakam ne tutoie plus que le basket mondial. Il est quasiment au sommet du basket mondial. Moi, j'aurais bien voulu, peut-être que si la team USA, peut-être qu'on va en parler vite fait, si le coach avait pensé à un moment donné le sélectionner dans la team USA, il est certain que cette team USA, évidemment, avec les 12 joueurs qu'ils ont, ça c'est une certitude, sauf cataclysme, ils vont remporter les JO, ça c'est sûr, même s'il y a la Serbie, mais Pascal Siakam, honnêtement, on a envie de dire bravo, bravo, bravo. On va le scruter. Parce qu'il s'en va au Pacers où il y a eu Reggie Miller, justement,
justement dont on a parlé, Longiline avec de grands yeux, très adroit aux 3 points. On espère que pour cette saison, on va scruter, on va croiser les doigts, que Pascal Siakam remporte encore une bague de diamant parce qu'on compte les joueurs, même américains, ça sera extraordinaire. Charles Barkley n'en a pas remporté. Vous vous rendez compte? Charles Barkley n'en a pas remporté, etc. La liste, elle est très longue de joueurs d'origine américaine qui n'ont pas remporté de bague. Mais Toronto, justement, la franchise canadienne n'en avait pas, mais en 2019, Pascal Siakam est venu descendre du ciel comme un messie pour leur dire ok, je vais faire briller Toronto, mais malheureusement 3 ans après, 4 ans après, on ne veut pas le projet, il va au PCS d'Indiana, on sera avec lui, on va parler le dossier nommé 43 pour être à fond la caisse derrière Pascal Siakam, donc on espère qu'il va remporter ce titre-là. Moi je croise les doigts, d'ici ces 4 ans, je suis certain qu'il va remporter un titre NBA encore. Alors, Albert Tanganafouda, un commentaire? Ben, Emmanuel a tout dit, sauf que j'apprécie Siakam parce que de temps en temps, il vient au Cameroun et il fait des stages avec les enfants. Incognito. Oui, il ne fait pas beaucoup, il fait pas de bruit. Une fois, il était attendu au ministère, il n'y est pas allé parce qu'il s'occupait des jeunes. Et vraiment, on l'a vu en image. C'est très important parce qu'il donne de l'espoir à ses enfants qu'ils pourront aussi arriver comme lui. Et puis, il n'est pas seul. Il est avec des gens, des agents qui regardent et qui décèlent. Toujours accompagné. Quand vous êtes une star de la NBA, justement, votre vie ne dépend plus de vous. Ça a été le cas de Francis Ngannou, justement, quand il était en MMA. Quand vous êtes une star reconnue, surtout quand vous avez remporté une bague de diamant, vous ne vous appartenez plus. Donc, quand Pascal Siakam vient au Cameroun, il est entouré de 2 ou 3 agents de manière permanente pour le marketing de la NBA. Il a son nutritionniste, il a son préparateur physique. Donc Pascal Siakam, c'est déjà une industrie. Et j'ai bien aimé que vous le disiez. Pascal s'amène au Cameroun incognito. Il passe inaperçu pour des training camps. Absolument. Regardez la sobriété. C'est très important. Pour les training camps. Donc, parce que même Embiid, il est aussi passé par le même canal. Donc j'ai dit, j'ai vu l'autre jour qu'il y a d'autres jeunes Camerounais et Camerounaises. Donc c'est important. Le Cameroun commence à envahir la NBA, comme l'Afrique est en train d'envahir le football européen. C'est une bonne chose. Et je crois qu'il faut qu'il continue à venir ici pour donner encore beaucoup plus d'espoir. Que tous ces millions-là profitent aux jeunes basketteurs camerounais. Il faut m'excuser. J'ai envie d'ajouter un mot à votre moulin. Déjà, il y avait de l'eau, justement, mais on ajoute davantage. L'importance ne nuit pas. Vous savez pourquoi les Camerounais sont de plus en plus draftés maintenant? Parce qu'il y a 2 qui sont sortis de l'eau. Déjà, il y a un, Bamouté avant. Il y a eu Joe Embiid, justement, MVP en 2023. Et il y a Pascal Siakam qui a remporté la bague de diamant en 2019, qui est passé aux Pacers. C'est pour cette raison. Donc, eux, c'est des modèles. Et Pascal vient de manière sobre, de manière humble. Et justement, voudrait retransmettre ça pour que demain, en NBA, pourquoi pas, d'ici quelques années, qu'on puisse retrouver 4, 5, 6 Camerounais d'un coup qui soient drafté et on espère qu'il va y arriver. Mais avant ça, avec les Indiana Pacers, justement, on souhaite qu'ils remportent une autre bague de diamant. Même soir, on imagine, hein, Serge. Pascal Siakam avec Indiana. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on voit surtout un confrère. Il n'est pas là seulement au niveau du Cameroun, c'est l'Afrique tout entière qui s'identifie à travers ceux qui y sont. Et Pascal, il y a quelque chose que vous avez tous dit, les prédécesseurs, qui est pertinent, c'est l'humilité. Vous savez, quand vous êtes déjà sous le feu des projecteurs comme ça, et que vous êtes humble, forcément vous incarnez l'exemple même de la société telle qu'on la recherche. Donc, pour moi, c'est un monsieur qui ne se fie pas à l'argent qu'il gagne, mais se soucie plus de ce que la jeunesse qu'il a laissée va devenir. Il sait d'où il vient pour être où il est, et il sait tout le chantier qu'il a laissé derrière lui, et il veille à ce que cette formation soit pérennisée. Et ça, j'ai dit, c'est à mettre à l'actif de la conscience d'abord du célèbre basketteur qu'il est devenu, de ceux qui sont autour de lui, comme on disait tantôt. Et regardez bien, Emmanuel a fait de le préciser, la NBA ne te laisse pas te déplacer seul parce qu'il y a l'image qu'il faut vendre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes un joueur, supposons moyen, et qui avait déjà un élan dans un pays comme le nôtre de star, lorsqu'on va le voir accompagné par des gens d'une institution comme celle-là, forcément elle prend de la valeur. C'est-à-dire la valeur ajoutée devient naturelle. Ça va entraîner des coûts, mais ces coûts-là sont intégrés dans son déplacement, dans son mouvement, dans tout ce qu'il va faire. Donc il devient une industrie. Et ça confirme le fait selon lequel le sport en lui-même,
c'est une industrie aujourd'hui. Donc il faille que nous encourageons nos amis, frères, relations qui peuvent d'investir dans ce domaine-là aussi. Parce que cette jeunesse a besoin de formation, surtout chez nous. On a un problème d'infrastructure, on a un problème d'organisation, on a un problème de moyens, on a un problème de politique. Donc on a des problèmes à plusieurs niveaux. Et je pense que chacun devrait à son niveau jouer sa partition. Ne serait-ce que par des terrains tels que certains le font. Pascal, lui, je pense, dans son projet, investit là-dedans. Il équipe avec le matériel nécessaire pour travailler parce que ce sont des trucs qui, sur le plan de l'utilisation, aussi doivent être renouvelés à tout moment. Donc tout ça mis ensemble, nous pouvons que dire bravo, non seulement parce que le Seigneur lui donne la force d'avoir cette santé qu'il a, mais tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il puisse davantage crever les écrans par les trophées qu'il va gagner, de façon à ce que le Cameroun devienne une terre d'attraction pour la NBA, pour venir puiser des stars, parce que c'est génétique chez nous. Parce que génétiquement parlant, je pense qu'il y a un potentiel ici. Le seul trophée qui lui manque, le seul trophée individuel qui lui manque, parce que quand on rapporte un titre NBA, ben ça vaut honnêtement une Coupe du Monde de basket. Honnêtement, en termes de palmarès, en termes de vécu, en termes de visibilité. Le seul titre qui lui manque, c'est MVP, comme Joe Embiid en 2023. On espère que d'ici les 4 prochaines années, il sera au pire des cas MVP. Et quand vous êtes MVP, vous êtes sur le toit du monde. En toute honnêteté, on le lui souhaite. On souhaite également peut-être avec le Cameroun, mais il n'a pas voulu venir. Peut-être qu'on n'en a pas parlé avant, parce que bon, enfin, je comprends un peu. Parce qu'il avait été d'abord présélectionné pour le tournoi qualificatif, par exemple, des JO. Voilà, et puis maintenant, à la dernière minute, la liste finale, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il avait certains engagements, parce qu'il a dit, Pascal, c'est l'égérie au moins de 5 marques. De 5 marques, je ne vais pas les citer ici, mais quand vous regardez l'image, peut-être si on peut la remontrer, vous pouvez vous rendre compte, vous pouvez vous imaginer justement une des marques importantissimes, voilà, dans le sport de manière globale. Vous voyez, c'est l'égérie d'une marque. Et puis on veut en faire justement d'être un futur Michael Jordan, parce que quand vous regardez cette marque... Mais il s'agissait quand même d'un tournoi qualificatif pour les JO. Je suis d'accord. Pour son pays. Je suis d'accord avec vous. Non, mais ça c'est un autre problème. En réalité, Pascal ne vient pas, parce que d'ailleurs le président de la Fédération du basket, il s'est fait... voilà, il n'y est plus. Donc Pascal, il était de cela justement. Ça c'est une décision de justice. Oui, mais il savait qu'il viendrait sur le terrain. Oui, mais après justement. On voit bien comment ça se passe quand les décisions de justice sont rendues. Le plus important c'est que... Oui, Pascal, le Cameroun a besoin de lui justement. Les Lions indomptables du Cameroun ont besoin de Pascal. Ils vont certainement réfléchir à ça avec tous ceux qui jouent en NBA, parce que le Cameroun, si on inclut, et puis ça se fait au basket, parce que Joe peut remporter les JO avec les États-Unis et revenir concourir pour le Cameroun. Donc c'est possible. Ça n'est pas fermé comme au foot. Voyez-vous, peut-être que d'ici là, ils vont se concerter, ils se distrairont de venir, et puis le Cameroun aura un 5 majeur, l'un des meilleurs justement que l'Afrique et le monde n'ait connu, même s'il y a les USA, même s'il y a la Serbie justement en parlant des JO. Donc après, Pascal était, voilà, il tente pour parler avec certaines marques justement sur le plan pour se faire davantage jubiler, à ce qu'il en est l'égérie, et puis certaines marques lui courent après. Quand vous avez un contrat comme celui-ci, honnêtement, c'est faramineux. Et puis la ville de Indianapolis, ça je dois vous dire, depuis qu'il a signé son contrat, ben, c'est au moins des milliers de maillots qu'on s'est achetés avant le début de la saison. Vous avez connu la phobie Wembayamba, justement? C'est exactement ça. Mais sauf que Wembayamba avait signé justement le championnat, commençait quasiment, mais lui, le championnat n'a même pas encore commencé. Le fait qu'il ait amené la lumière dans la ville de Indianapolis, justement, pour les 4 prochaines saisons, avec ces 6 premiers mois du côté de cette équipe des Indiana Pacers, le dossard numéro 43, autrement dit le 43, s'arrache comme des petits pains. On attend justement qu'il passe ses vacances, qui prépare la saison et qui revienne davantage fort pour au moins justement remporter une finale de conférence et espérer justement jouer encore un titre de NBA. Ça, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On espère que ça va se faire. Et surtout, pourquoi pas comme Joe Embiid, qui sera plus tard Most Valuable Player, justement. Et là, il aura atteint le Graal, même si avec le Cameroun, ben voilà, ça ne se passe pas comme on le souhaitait. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. Les compétitions, il y en aura toujours. On va rapidement vous proposer un reportage d'Oni Ladonnette sur la participation du Cameroun au championnat du monde des sourds. Là, on est en athlétisme. On regarde. Team Cameroon has arrived Taipei, Taiwan for the 5th World Deaf Athletics Championship. The delegation consists of 16 individuals, 8 athletes and 8 officials. They will compete in 9 different disciplines, including the 100, 200, 400, 800 and 1,500 meters, the shot put, the javelin, hammer and discus event.
The team has been dedicating months of rigorous preparation for this prestigious competition, aiming to achieve positive results. Its ambition is to put up a great show, especially after missing out of the previous event due to visa problems. They go into this competition with hopes of qualifying for the 2025 Deaflympics in Japan. Notable names that could bring up a medal for Team Cameroon include Jingwe Peka Mohamed in the men's 100 and 200 meters, Kung Pele Emmanuel in shot put, discus, hammer and javelin. Lady Mes Bibish in discus is another remarkable talent. The World Deaf Athletics Championship, organized by the International Committee of Sports for the Deaf, is a quadrennial global event that began in 2008. From July 18 to July 23, 2024, athletes from around the world will showcase their skills in sprint, hurdles, jumps, throws, and relays. Additionally, this year's championship features the Deaf Youth Athletics Championship, an exciting opportunity to celebrate athletic talent within the deaf community. Voilà, on rappelle donc la date du 14 au 23 juillet du côté de Taipei. On aura évidemment l'occasion de voir un peu comment le Cameroun va se comporter à cette compétition. Avant de refermer cette première partie de l'émission, une note rapidement en ce qui concerne notre corporation des journalistes sportifs. L'Association des journalistes sportifs du Cameroun, une assemblée générale élective est annoncée pour samedi prochain du côté de Yaoundé. Là, on est sur le plan national et pour le moment, le candidat déclaré, c'est René Victoria Ekunga qu'on a ici en image, notre confrère correspondant de Canal+, ici au Cameroun, est donc candidat à la présidence de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun. Forcément, d'ici là, d'autres candidatures vont peut-être naître. On va voir comment ça va se passer samedi prochain à Yaoundé, mais je voudrais, Albert Atangana Fouda, vous poser une seule question. Comment aujourd'hui remettre l'AGS sur les rails, que l'association puisse redevenir la forte association qu'elle était par le passé? Comment faire? Il faut mettre fin aux dissensions. Il faut... Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que ce qui se fait en ce moment, je ne voulais pas véritablement faire de commentaires là-dessus. Oh, c'est pour ça que moi je vous pose une question. Ce qui se passe en ce moment, bien précise. Pour moi, des gens ne peuvent pas vouloir organiser une élection sur la base des textes et marcher sur les textes d'une association internationale où ils sont affiliés. Parce que quand on dit que, quand l'AEPS dit dans son article 2, l'AEPS est constituée d'associations nationales indépendantes et autonomes. Je crois que ça dit tout. On fait le point. Ça dit tout. Ça veut dire qu'ils n'ont pas qualité pour venir nommer des gens dans une association nationale, quel que soit le problème. Malheureusement, AEPS Afrique a fait ça. C'est eux qui savent pourquoi. Nous avons dénoncé tout cela, même au niveau mondial. Il n'y a pas eu de réaction. Vous voyez donc, ça crée des problèmes, ça fait des camps. Samuel Eto'o, quand il venait d'être élu, il voulait bien arranger ce problème-là. Il a convoqué ou invité les deux camps et a dit, bon, moi je suis prêt. Il a dit, personne ne peut venir régler les problèmes du Cameroun venant de l'extérieur. Tout à fait, puisqu'il avait annoncé la formation des journalistes sportifs. Voilà, nous pouvons le faire ici. De son et je suis prêt à financer des assemblées générales électives à partir des coordinations et pour que tout marche bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a dit que c'était même très très bien parce que financièrement, là, les journalistes n'ont pas assez d'argent pour vraiment fonctionner comme il faut. L'autre camp, conduit par Betty Missi Bikoun, elle a dit qu'elle va réfléchir. Alors quand un monsieur de ce niveau-là vous fait une proposition de cette manière et vous dites que vous allez réfléchir et jusqu'à présent réfléchir, vous comprenez que ça fait pas, c'est pas bon. Malheureusement, ils fonctionnent toujours comme si l'eau doit toujours couler de manière limpide et qu'il n'y ait pas de caïman. Si je vous dis
que lors de le 30 avril, leur assemblée générale extraordinaire a été bloquée parce qu'il y a des dissensions. Le samedi, ils ont élection. Qu'ils fassent leurs élections. Mais si l'autre camp veut bloquer ça, il va le faire. Parce qu'il suffit de présenter les statuts de l'AEPS. Que disent ces statuts? Mais pourquoi ils sont venus vous nommer et vous êtes donc là de manière illégale, mais vous fonctionnez comme si de rien n'était, mais tout en respectant vos propres textes. Alors il y a incongruité. Mais entre-temps, il y a quand même une autre association qui a vu le jour aussi. Justement, avec tous ces désordres-là, nous, quand il dit nous, a dit moi inclus, et beaucoup d'autres journalistes responsables, on a estimé que l'AGC, tel que c'était parti là, était en train de pratiquement mourir avec la nouvelle génération qui, en fait, ne respecte pas les canons du métier, qui ne respecte pas les aînés, qui vont, c'est-à-dire, ils fonctionnent comme ça. On s'est dit, vraiment, on a fait le bilan. Que nous a apporté l'AIPS en dehors de sa carte, qu'on peut présenter dans le monde entier, c'est vrai, mais rien. Pas de subvention, pas de formation, rien du tout. On a estimé qu'on pouvait se passer de l'AIPS et s'affilier à d'autres associations internationales, comme l'Union de la presse francophone, par exemple, qui nous sollicite. Donc nous avons décidé de créer une autre association, cette fois-ci, Cameroon Press Sport Association, CASPA. Nous attendons que les pouvoirs publics nous délivrent le hockey pour qu'on commence nos activités. Et là-bas, ce sera très sélectif. Ce ne sera pas du tout venant. Parce que vraiment, il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. C'est pour ça que, en fait, sans être démissionnaire de l'AGC, mais vraiment nous avons décidé de les laisser faire ce qu'ils veulent faire, en espérant que ça va reprendre de la hauteur. Mais j'en doute, parce que je ne voudrais pas me jeter les fleurs, mais ce que Abednego Messa, Ngonga Kapsi, deuxième président, Gustave Samnik, et moi qui ai toujours été le vice-président et intérimaire quand Kopsi, ce que nous avons apporté à cette association est énorme, avec des assemblées générales dans diverses régions du pays, mais malheureusement depuis 2017, il n'y a rien. Donc s'ils peuvent relancer, tant mieux, mais nous, on va fonctionner autrement. Donc, ok, affaire à suivre, en tout cas, affaire à suivre. On voit ce qui se passe ce samedi et puis on viendra la semaine prochaine commenter. On va rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat avec deux thématiques ce soir. À quand la finale de la Coupe du Cameroun de football masculin et puis quel impact peut avoir ces programmes de cette différentes sessions de formation annoncées par l'Africa Foot à l'endroit des clubs sur le programme, sur la maîtrise du programme FIFA Connect. Et avant de démarrer, concernant la première thématique pour planter le décor, sur la Coupe du Cameroun de foot, on vous propose ce reportage de la Donnette au une fois de plus sur le sacre de l'équipe football filles en ce qui concerne la Coupe du Cameroun de foot féminin. Regardez. L'Équipe Football Fee has secured their place in history by retaining the coveted Cameroon Cup title. This was in a thrilling showdown at the Ngwaikele Military Stadium. Their dominant performance against Luvmin Prof ended in a resounding 3-0 victory. The former champions entered the match with determination, fueled by their recent league loss to FCA Boloa. Raisa Nanga emerged as the standout player of the day, delivering a brilliant brace that left fans in awe. Tiwalis completed the scoreline, sealing the win for Leke Football Fee. In a touching tribute, the victory was dedicated to the memory of late President Honorable Kwaluk, a fitting gesture that resonated with players and supporters alike.
Despite the short notice, the Women's Cup finals drew some passionate fans. The kickoff was officiated by Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation. With this thrilling finale, the curtain officially closes on the women's football season, leaving fans eagerly anticipating the next chapter. Merci Onila Donette pour ce point concernant cette finale de la Coupe du Cameroun de foot féminin. Un commentaire Emmanuel Mahop sur ce sacre de l'Équier football filles. Un commentaire déjà, je suis content des filles de la L'Équier qu'elles aient remporté pour leur président. Malheureusement, parce qu'il ne viendrait pas à l'étranger depuis quelques semaines, j'ai envie de dire. Donc c'était bien, mais après cette finale retransmise sur la télévision à capitaux publics, donc vite fait, 3-0. Donc ça sauve de rien. Une équipe quand même de L'Équier qui démontre qu'elle a tout pour venir titiller le canon en termes de palmarès. Même si le canon de Yaoundé, ça fait partie du débat, ne s'est pas présenté ou du moins n'a pas été éligible à ce championnat. Donc L'Équier, c'était super bien. Avec un homme quand même, Djana qui ne présente plus, qui commence à faire ses classes. Qui a un site particulier, c'est qu'il a un mentor, et son mentor n'est tout autre que Richard Toa. C'est très important parce que même quand il était à la tête de la Colombe, absolument, le coach de la Colombe, finaliste du côté des hommes, même quand il était en sélection de temps en temps, il n'avait de cesse, et il le dit, il le clame, il le martèle, il fait de Richard Toa son mentor, et c'est bien, non, c'est bien pour le coach Djana, c'est bien pour les filles, c'est bien surtout qu'elles aient remporté, je l'ai dit précédemment, je vais sortir par là, parce que leur président est passé du pas. Mais la question qu'on va se poser est de savoir, est-ce que L'Équier va mourir parce que le président n'est plus là? Parce que généralement, et malheureusement c'est le cas chez les femmes, quand le principal promoteur, je vais le dire comme ça, pour éviter de parler des finances. Particulièrement chez les femmes. Oui, généralement, ça se passe comme ça. Même si moi, personnellement, j'ai un fait pour un club, vous connaissez, Éclair Football Fille de ça, qui mérite tout au moins, tout aussi de remporter le championnat et même la coupe. Mais est-ce qu'on fait de mieux? Ça, vous le savez aussi. En 2 ans, c'est au moins 20 joueuses qui sont parties en Espagne, au Portugal et en France, qui sont professionnelles. Donc Éclair Football Fille de ça, honnêtement, est en train d'engraisser son nom d'une certaine manière et surtout permettre à certaines filles d'être exposées, d'être vues à l'échelon continental. C'est une bonne chose. Mais bravo à L'Équier. Louvre Improve, malheureusement, regresse. Louvre Improve, justement, qui a connu certaines internationales, qui à un moment donné avait le vent en poupe, ça me semble regresser vivement que cette équipe revienne au premier plan. Mais bravo L'Équier. Le président, certainement, de là où il est content de ces filles qui ont remporté la coupe pour lui. Alors, Albert Nafouda, vous qui êtes très impliqué dans le foot féminin à travers notamment la formation de Sawa United Girl, quelle est la lecture que vous faites de manière globale sur le déroulement de cette saison sportive? Pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est vrai, bravo à L'Équier qui pratiquement fait le doublé, je crois. J'ai dit... pour le football féminin, globalement, je dis une saison mi-figue, mi-raisin. C'est bien de mettre l'accent sur le football féminin professionnel, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce que ces équipes-là, qui ont un peu de moyens, viennent puiser chez nous à la base et prennent donc les meilleurs chez nous sans rien donner, malgré les tests de la FECAFOOT, sans rien donner, et ça fait que la deuxième division est pratiquement reléguée au second plan et il n'y a pas de motivation. Nous sommes là comme des mécènes qui travaillons juste pour l'encadrement des jeunes filles. Mais je dis, si vraiment on veut faire comme la FIFA l'a instruit, on veut faire la promotion du football féminin, ça ne devrait pas être comme ça, c'est-à-dire tout pour la première division, rien pour la deuxième division, et surtout ce problème de licence, parce que beaucoup de clubs de football féminin deuxième division n'arrivent pas, n'ont pas de licence. Vous mettez 20-25 demandes de dossiers dans le système, et on vous donne 7 licences, et on vous dit de corriger 2 ou 3, et on vous le dit à quelques jours du démarrage du championnat. Comment est-ce que, alors que le système est fermé, comment est-ce que vous allez procéder? Et donc, il y a ce désordre-là des filles qui vont à gauche, à droite, parce qu'elles veulent vivre. Hein. Comme l'a si bien dit mon ami
l'ancien arbitre, le vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Au Cameroun, en sport, on survit. Donc ces filles-là elles signent à gauche, on leur donne l'argent, et quand à droite on leur en promet plus, ils vous abandonnent, ils viennent à droite pour chercher l'argent, et ça crée double licence, donc c'est un désordre. Mais qui va mettre de l'ordre dans tout ça? À la fédération, ce n'est pas leur souci, c'est seulement vous jouez tel jour, vous jouez comme ça. La saison dernière, on a joué avec les bordereaux, ce qui pour moi était impensable. Quand tu joues avec une saison avec les bordereaux, ça n'existera jamais dans ton passeport de joueur, parce que tu n'es pas dans le FIFA Connect. Je crois que ça emprunte sur cette formation-là, FIFA Connect. Moi, j'ai l'impression que la FECAFOOT croit que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire, mais nous savons ce qu'il faut faire. Sauf que c'est eux là-bas qui ont des problèmes pour le contrôle, puisque je ne vous apprends rien. En milieu de championnat, la FECAFOOT MML a sorti combien? 97. 97, non. Première, deuxième division. Identité. Vous voyez que ça crée des problèmes. Donc le football féminin, vraiment, n'est pas pris au sérieux. C'est encore comme une sorte d'animation. C'est vrai, grâce à un sponsor, la première division tourne bien, mais les autres divisions, d'abord, il n'y en a qu'une seule, la deuxième division, vraiment, on se débrouille. Voilà, ça tarde véritablement à découler. Et à côté des femmes, on connaît l'équipe qui remporte donc l'équipe victorieuse de cette Coupe du Cameroun de foot féminin. Et Serge Kamdemoukwama, on revient à la question à quand justement la finale de cette Coupe du Cameroun chez les hommes, une finale qui devra officiellement clôturer la saison sportive comme d'habitude. Bon, quand vous posez la question à quand, le calendrier ne dépend pas seulement de la fédération qui organise la compétition. Et c'est là que ça prend toute la connotation politique. Si la finale de la Coupe du Cameroun masculine est l'élément à travers lequel on célèbre toute l'activité sportive au Cameroun, vous comprenez bien qu'au niveau de la fédération, on a déjà fait l'essentiel de préparer les champions. Donc les deux finalistes sont connus depuis au moins un mois aujourd'hui. Et je pense que ce soit Aigle ou la Colombe du Djaï Lobor, qui sont deux équipes qui ont montré à tout le monde qu'elles sont prêtes à jouer ce match-là. Il faut, en passant, féliciter ici les efforts, que ce soit des entraîneurs de l'Aigle ou bien de Richard, avec tout la maestrie avec laquelle il a levé la Colombe du Djaï Lobor dans le championnat en mi-saison pour la hisser à la tête. Oui. Donc c'est quelque chose d'assez formidable et fabuleux. Donc ces équipes-là rêvent que de jouer avec les enfants, et je pense que c'est le cabinet civil en dernière minute qui arrête la date. D'ailleurs, pour la petite expérience que j'ai eue avec Fauveau de Baham, lorsqu'on y a joué, vous restez et un matin, on vous passe un coup de fil pour vous dire le calendrier prévoit que vous jouez peut-être dans une semaine. Et dès ce moment-là, tout se met en branle pour la préparation du match. Et vous comprenez que sur le plan purement technique, c'est un problème. Parce qu'un entraîneur, lorsqu'il se met à travailler avec les joueurs, fait ce qu'on appelle des micro-cycles. Et il sait à quel moment il a le match. Mais vous avez un match comme la finale de Coupe du Cameroun où rien n'est clair. On ne sait pas s'il faut travailler intensément, s'il faut augmenter les fréquences. Donc, on est obligé de faire... Il y a un impact... Voilà, c'est un impact sérieux. Et ça, un autre handicap. L'handicap majeur, c'est que les équipes qui sont en Coupe du Cameroun, en termes de budget, dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils ne libèrent pas les joueurs. Et ils ont des problèmes pour renforcer l'équipe la saison qui va suivre. Et généralement, on vit ce qu'il faut voir avec cette année, c'est-à-dire vous jouez une finale et après vous êtes relégué. Parce que vous avez des joueurs qui sont toujours sur leur fin, qui réclament. Et si l'accompagnement qui est prévu ne suit pas, comme tel a été le cas cette saison, le danger, c'est que vous vous retrouvez à l'abîme. Et vous avez vu Fauveau, qui est champion, vainqueur de la Coupe du Cameroun, être relégué en deuxième division cette saison. Fort heureusement, avec la compétition africaine qui leur tend le bras, ça peut faire que le recrutement ne soit pas fait à l'emporte-pièce, mais au moins, ça pourrait être un élément catalysateur pour faire que certains joueurs, quand même d'une certaine qualité, puissent y évoluer. Donc sinon, ça devait être une déroute totale. Tout ça, c'est à cause de l'élasticité d'un calendrier comme celui de la Coupe du Cameroun. Et comme vous dites, qu'il y a aussi des répercussions sur le plan international. Parce qu'il faut bien que les pays puissent donner les champions à temps. La preuve, c'est qu'au Cameroun, aujourd'hui, on est décalé à N+1, c'est-à-dire
Aujourd'hui, il faut vous qui a remporté la Coupe pour le compte de l'année dernière. C'est lui qui joue la compétition africaine cette année. Parce que le Cameroun ne pouvait pas donner un autre nom pour le vainqueur de cette année, par exemple. Donc, vous comprenez qu'on a été obligé de décaler, de trouver cette solution depuis bientôt 4 ans pour pallier au fait que le Cameroun ne soit pas représenté sur la scène internationale à cause de la Coupe du Cameroun. Donc, le Cameroun, c'est un pays qui a ses réalités. Vous savez, c'est le calendrier premier sportif. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent là-dedans. Ouais. Donc, on ne peut pas de façon réelle vous dire la Coupe se jouera à telle date. Mais ce qu'on peut encore faire, c'est que la fédération, en se rapprochant du cabinet civil, est ce qu'on appelle des dates estimatives. C'est-à-dire qu'on se dise, peut-être on a un calendrier sur 3 dates, et on se copie des cas. Une des 3 dates sera respectée, mais maintenant, si aucune d'entre elles n'est respectée, sachez que vous ne ferez toujours rien, parce que ça ne dépend pas de vous. Je parle au niveau de la fédération. Donc, ces choses-là sont un peu délicates, et je pense que nous pouvons interpeller ici nos pouvoirs publics qui accompagnent le sport dans sa généralité, de faire un effort pour que les dates indicatives au moins soient respectées. Sinon, on va rester dans un merdier comme ça, et on ne va jamais s'arrimer au calendrier international. Voilà. Le problème se pose une fois de plus, hein, Emmanuel Mahon. Oui, mais après, je ferai mieux entièrement les propos du vice-président de la Ligue régionale, Serge Kambemkwam, qui au demeurant fait partie intégrante de Foufou de Baham. D'ailleurs, j'en profite, on n'avait pas fait de plateau depuis pour le féliciter Foufou, qui au pif comme ça la saison dernière a remporté la Coupe du Cameroun avec le coach Emmanuel Doumbé-Bosso. J'en profite aussi pour dire un grand bravo à un grand homme. Voilà, M. Dieudonné Kamdem, honnêtement, qui depuis près de 2 décennies se démène de mettre, voilà, de mettre sur pied, du moins, et d'essayer de faire briller cette équipe de Foufou de Baham en dehors des As de Douala. C'est très important de le dire, parce que quand on a des personnalités comme ça, je dirais avec Grand P, qui œuvrent pour le foot depuis près de 20 ans, il faut les saluer, il faut les applaudir, il faut leur dire merci, justement, pour les initiatives et surtout les entreprises plurielles pour cette équipe de Foufou. Malheureusement, elle est en 2e division. J'aurais souhaité, ça c'est un souhait, que cette équipe-là fût maintenue en première et qu'elle s'en force pour aller au pire des cas, espérer, même si c'est peut-être un rêve, mais avec les aides des experts comme Serge, peut-être espérer la phase de groupe. Vraiment, ça c'est un souhait parce que Foufou le mérite bien. Après, il a dit des choses que je partage à fond la caisse, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure. Le problème ne se pose pas, il n'est pas... évidemment, ce n'est pas que la fédération en réalité qui intervient dans l'organisation de la Coupe du Cameroun. Mais il y a quand même un constat qui se dégage, voyez-vous. Depuis au moins 2 éditions, le premier sportif du Cameroun y est, mais peut-être pas physiquement, il se fait représenter. Voilà, le Premier ministre vient. Oui, mais évidemment, il faudrait aussi qu'on le dise. Quand le Premier ministre amène pour présider la Coupe du Cameroun, il vient en lieu plat du président de la République, au demeurant premier sportif camerounais, puisque c'est un événement sportif. Mais de manière physique, il ne vient plus. Peut-être qu'on pensait que ça pourrait accélérer les choses. Moi, j'ai plutôt l'impression, Serge, que compte tenu vraiment du fait que certaines compétitions ne sont pas encore en train d'être jouées, notamment les Interpools, parce que tout le monde le sait. Serge en premier, le doyen aussi. Quand la Coupe du Cameroun se joue, ben, la clé est mise sous le paillasson parlant de toutes les activités sportives justement de la saison. Donc j'ai plutôt l'impression que ce retard-là est dû à ça, parce que les Interpools ne sont pas joués. C'est prévu du 1er au 15 août. C'était prévu avant, on les a reportés du 1er au 15 août, donc à Yaoundé. Donc on espère que ça va se faire. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on a envie au moins que les Interpools se fassent, parce que c'est la finale de Coupe du Cameroun arrive à se jouer maintenant, forcément on ne parlerait plus d'Interpol et puis on ne saurait pas qui monte, qui descend, etc. etc. Moi j'ai plutôt cette impression-là. Je voulais avec ta permission rapidement dire quoi. Quand l'Interpol se joue, c'est pour qualifier les équipes pour la saison qui va suivre. Oui. Vous comprenez bien la nuance. Voilà. C'est-à-dire là, il faut clôturer une saison. Voilà. Les Interpol clôturent la saison au niveau des championnats régionaux. Au niveau des championnats régionaux. Elle clôture d'abord parce que le champion est connu. Maintenant on fait le tournoi pour l'accession. Ça c'est l'Interpol. Pour dire quoi? En réalité, le cabinet civil aurait donné un calendrier. On jouerait cette finale que ça n'aurait pas d'impact négatif. Il n'y a pas d'impact sur... Il n'y a pas d'impact. Oui, mais au-delà des Interpol, évidemment que sur le plan, j'allais dire, amateur, il y en a qui se jouent encore, ça c'est une certitude. Ailleurs, ça n'est pas bouclé. Mais est-ce que ça a toujours un impact sur la programmation de la finale de la Coupe du Cameroun? Pour la simple raison que, et c'est très important ce que je suis en train de dire, évidemment, au-delà de, j'allais dire,
au-delà du fait que, moi, je vais le dire de manière simple comme ça, que le cabinet civil a un rôle à jouer compte tenu du fait que c'est le président de la République qui préside au décidé de la fin des activités du sport au Cameroun par le truchement du football au travers de sa finale au stade Amadou Ahidjo. On rappelle aussi que j'allais dire les activités, quand la finale de la Coupe du Cameroun s'est jouée, ben voilà, elles sont en arrêt. Et c'est la Fédération camerounaise de football. Parce que même au temps de la Ligue, Serge le sait, le Douin aussi, ben, la Ligue organisait les championnats professionnels, mais la Coupe du Cameroun, justement, revenait à la Fédération camerounaise de football. Donc c'est à la Fédé, en principe, d'organiser la finale de la Coupe du Cameroun avec justement l'œil sécuritaire, l'œil organisationnel, je vais dire comme ça, du cabinet civil, parce que le président s'y amène. Donc du coup, l'organiser maintenant, à mon avis, ça c'est une certitude, mettrait terme justement aux activités. C'est pas nous qui le disons, parce que même quand le carton d'invitation vous est délivré pour assister, pour couvrir même les journalistes la finale de la Coupe de Cameroun, on vous dit justement, le président de la République justement va présider et ça ensuite, voilà, c'est la fin de saison des activités sportives au Cameroun. Donc normalement c'est ça. Donc là aussi, j'ai l'impression la fédération est plus ou moins responsable aussi de ce retard-là. Non, honnêtement, non. Vraiment. Non, je voulais pour Emmanuel, je comprends. La pertinence de ce qu'Emmanuel développe réside dans le fait que la fédération devait avoir fini avec ses compétitions. Tout à fait. Avant qu'on ne puisse jouer la Coupe du Cameroun. Ouais. Mais maintenant, pour rentrer dans ce qu'on appelle l'opérationnalité, la fédération, même si elle n'a pas fini avec les compétitions au niveau amateur, la Coupe du Cameroun clôture la saison. Quand elle est clôturée sur le plan officiel, ça n'impacte pas négativement parce que regardez, dans les départements, on a joué quand? La date. Vous pensez qu'on ne jouera pas si on veut jouer? On devrait avoir joué. On devrait, en principe. Donc je voulais dire quoi? Je voulais dire que il y a des choses à faire, à parfaire d'ailleurs. Il y a des choses à parfaire, mais on ne peut pas pénaliser tout le mouvement parce qu'il y a ces retards-là. C'est lié à l'organisation, c'est lié à un certain nombre de facteurs peut-être financiers et autres. Parce que si je vous parle des clubs d'élite qui pour certains finissent la saison sans percevoir un coupec, est-ce que vous croiriez? Quand je prends un club comme Fovu, qui a fini la saison, le championnat d'avant celui-ci, avec 15 millions environ de dettes, de subventions non payées pour les salaires des joueurs, qui a fini une saison avec 48 millions promises non payées, sans compter les frais engagés pour l'ancienne compétition internationale non payés à date. Donc vous voyez que c'est asphyxiant. Donc tout ça mis ensemble, on peut comprendre qu'il y a des blocages qui font peut-être qu'on ne joue pas dans les départements et autres. La preuve, c'est que le littoral dans lequel nous sommes, vous avez vu ce qui s'est passé pour qu'on arrive à continuer à jouer. Les arbitres ont été obligés de passer à des compromis et tout ça. Même au niveau national, on peut suspecter un nombre de choses dans ce sens-là. Donc ce sont des manquements qui peuvent mettre à mal une organisation. Mais la Coupe du Cameroun, dans son essence, à partir du moment où les clubs sont connus. En réalité, la programmation d'un tel match n'émane pas seulement de la fédération, parce qu'elle va organiser le match, mais sur le plan de la fixation de la date et autres, ça n'émane pas de la fédération. Et lorsque c'est fait, ça nous arrime au calendrier international. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire, si on a déjà notre vainqueur de la Coupe du Cameroun, on est sûr qu'au niveau de la CAF, on commence à voir si elle remplit les conditions de la licence. Vous avez vu qu'il y a des clubs qui ont rempli la condition de la licence CAF. Et la fédération a eu la sagesse d'interpeller au moins 4 clubs pour éviter qu'on ait un blocage à cause d'un des clubs qui était favori, qui ne va pas remplir les conditions. Donc les clubs comme Fovu aujourd'hui, comme Coton, ont rempli ces conditions-là pour être éligibles à la compétition CAF. Et aujourd'hui, Fovu, tout le monde le sait, est programmé pour jouer les tours préliminaires dans le mois d'août avec un club libérien. Voilà. Donc, si Fovu a gagné le trophée de la saison d'avant, et c'est la compétition qui commence maintenant, si on s'arrime normalement de façon logique à des choses, c'est pas le vainqueur de la saison d'avant qui devrait aller jouer. Tout à fait. Non, c'est là où il y a le problème, et c'est là qu'il faille travailler. Les difficultés que tu évoques qui sont réelles sont là, mais en réalité, on peut surmonter tout ça en faisant les efforts au niveau de la fédération. Oui, Président, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais poser juste la question que tout le monde se pose, il y avait quoi avant? Mais Makeda, avant, c'était bien organisé, c'était sérieux. Et la Coupe du Cameroun se jouait en juillet, août, et on reprenait le championnat en septembre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas refaire la même chose? Pourquoi est-ce qu'en France, partout là-bas,
on connaît dès le début de la saison quel est le jour de la finale de la Coupe de France ou de la Belgique et autres, parce que là-bas, ils sont sérieux, ils ont rodé la machine longtemps, donc il y a cette entente avec le politique pour fixer le calendrier. Mais à ce moment-là, il faut respecter son calendrier de manière qu'il n'y ait pas... Parce que moi, la tolérance que Kamdem Kwam parle de non, ça ne perturbe, ça ne gêne pas après la finale, on peut jouer, continuer à jouer. J'ai dit, c'est pas normal. C'est le vice-président de la Ligue régionale. C'est pas normal parce que c'est bien dit fin de saison. Voilà. Et si ça n'avait pas été avant, on dirait que non, bon, vous dérangez. Mais on le faisait avant et ce n'était pas une saison, c'était des décennies. Hein? Pourquoi vous croyez que Issayatou a été porté à la CAF et que là-bas ça a marché? Parce que quand il était secrétaire général à la FECAFOOT, vraiment tout était bien organisé. C'est vrai qu'il avait en face de lui des présidents charismatiques qui ne blaguaient pas. Congo, Gassapi, Ngbazi, Ngompeli et d'autres. Donc, mais ils se mettaient d'accord et ça marchait. Et vraiment, maintenant là, il y a eu beaucoup de slogans. Il y a eu beaucoup de slogans depuis 2 saisons, mais on ne voit pas la différence. Est-ce que c'est normal que des équipes jouent sans licence, ce qui n'a jamais été avant? Est-ce que c'est normal que des arbitres grèvent, ce qui n'a pas été avant? On s'arrangeait toujours pour régler ça. J'ai été à la normalisation du littoral, mais quand on dit à la nationale, il nous faut 15 millions pour organiser le championnat. On nous envoie 9 millions par petite tranche. Comment est-ce que vous croyez qu'on va tenir le coup? C'est difficile. Donc, moi, je crois que le blocage dont on a parlé quand même, il est financier. Parce que les ligues décentralisées n'ont pas la latitude de trouver des sponsors. C'est la FECAFOOT mère qui leur donne le financement. Et quand l'argent ne vient pas, on ne démarre pas le championnat. Au football féminin, deuxième division, la deuxième division nationale, on attend souvent 10 mois. C'est-à-dire, comme d'octobre, 10 mois, vous gérez les filles, et vous sortez l'argent pour faire un championnat en juillet, en 3 semaines. Pendant tout ce temps-là, vous avez plus l'argent. Donc, c'est pour dire qu'il y a ce blocage financier. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui fait que... donc, moi, je dis, il y a je peux appeler ça ce manque de sérieux et de professionnalisme pour organiser, faire un chronogramme vraiment bien clair et le respecter. C'est ça le problème de fond. Moi je voulais la permission du grand frère dire que lorsqu'on regarde les manquements comme liés aux arbitres, vous savez, une bonne compétition, pour que l'éthique soit préservée, l'organisation, ça passe par tout ce qu'il y a autour en réalité. Et l'arbitrage, c'est un facteur indispensable. Celui qui met tout le monde d'accord à l'arrivée par rapport à tout ce qu'on a mis comme moyens et autres. Ce qui se passait avant, justement, contrairement à ce qu'on voit ces 2 dernières années, c'est que les arbitres ou bien les officiels des matchs percevaient leur somme, les émoluments de match 48 heures avant. C'était une planification bien orchestrée, bien ordonnée et coordonnée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dérapage là-dessus. Et on avait le droit à ce moment de frapper ceux qui allaient à l'encontre. Malheureusement, on a observé, on a ramené le football, lui, dans les stades gazonnés et tout ça, ce qui est bien. Mais à côté, on n'a pas préservé ce qui était déjà acquis, comme ces affaires d'arbitrage. Et on est allé augmenter une autre charge, c'est-à-dire le foot professionnel en première division. Le salaire de base était à 100 000. On l'a monté à 200 000. Les clubs avaient accès aux recettes de stade pendant les matchs. Aujourd'hui, ils n'en ont pas. Donc, on a tout centralisé. Et ça fait que les acteurs, que sont les clubs, ont fait confiance à leur fédération, sachant qu'il y avait une volonté de faire ça, il fait une répartition équitable. Mais à l'arrivée, le fiasco, il est visible. Quand vous regardez des joueurs gréver dans les équipes, ce n'est pas parce que les joueurs veulent gréver, ce n'est pas parce que les gens de ces clubs ne sont pas à la hauteur. C'est que les salaires sont
canalisées au départ comme faisant partie des subventions qu'ils vont recevoir. Et malheureusement, comme disait le grand frère, ces subventions ne viennent jamais. Le club a des ambitions. En faisant la prévision budgétaire, la partie salaire n'était pas prise en compte parce qu'on savait que ça vient de quelque part. Et ça devait venir, même si c'est en compte-goutte, au moins ça devait venir. Ça ne vient jamais. Donc, il y a des manquements comme ça qui empiètent sérieusement dans le résultat final et dans les objectifs d'un club. Quand il prend Fovu, rien n'est présagé que Fovu descendrait en deuxième division. Mais vous avez des joueurs qui sont restés longtemps pour une Coupe du Cameroun qui a traîné à venir, qui ont appris à réclamer. Les subventions ne viennent pas. On est obligé de se battre, en plus de les loger, les nourrir, à chercher leur salaire qui était programmé pour venir d'ailleurs. Et ça, vous étendez ça sur une saison entière et la saison qui suit, aucun coupec ne vient. Vous traînez ça sur... C'est long, c'est fatigant. Même les supporters, c'est-à-dire ceux qui donnent le coup de cœur, ou bien les mécènes qui accompagnent, à un moment donné, se lassent. Et quand on parle de recettes, c'est là la plus grosse curiosité. Il faut voir perçu 600 000 francs pour toute la saison. C'est donc ça qui crée l'élasticité de la saison et qui fait qu'on ne puisse pas savoir quand est-ce qu'on pourra jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Parce que si le chronogramme était respecté, présenté dès le départ au cabinet civil, je ne crois pas qu'il y aurait un problème. Mais ça ne fait qu'une saison est tirée en large, en longueur. Finalement, on ne vous prend plus au sérieux. On vous dit, bon, c'est quoi? Un dimanche, un seul dimanche, la finale. Ça ne demande pas. Avant, il y avait la semaine de coupe. Toutes les disciplines sportives, vous devriez faire vos finales de coupe pendant cette semaine pour recevoir le trophée le jour de la finale. Mais maintenant, là, ce qui n'est pas, le jour où il y aura la finale, on va donner le trophée à qui n'a pas terminé, et pas le trophée à qui d'autre. C'est pas, donc il y a beaucoup de... C'est difficile si ce n'est pas rigoureux dans l'organisation. Ouais. Alors, on va, puisqu'on parlait, on évoquait le problème des licences tout à l'heure, on va justement indiquer que la Fédération camerounaise de football a donc prévu des sessions de formation à l'endroit des secrétaires généraux des clubs professionnels masculins et féminins et des clubs amateurs aussi. Du 1er au 2 août, cette session de formation va concerner les SG des clubs professionnels et puis du 22 au 26, les SG seront donc formés au programme de la Fédération internationale de football association, programme FIFA Connect. Ces formations vont se dérouler du côté du centre d'excellence de la CAF, c'est en Bancomo, région du centre. Emmanuel Mahop, on sait, ce sont des formations qui arrivent dans un contexte marqué par exemple par les revendications de certains dirigeants de clubs qui estiment par exemple qu'ils ont rempli les conditions nécessaires mais n'ont pas à la fin obtenu le nombre de licences demandées. Le dernier cas en date, c'est la Cadisport Academy et même le président Albert Atanafuna faisait état de la même situation du côté du foot féminin. Alors, dans cette situation, on l'a vu, les deux parties se rejettent la faute, la fédération qui estime que les clubs ne font pas ce qu'ils doivent faire normalement pour obtenir leur licence, et de l'autre côté, les clubs qui estiment qu'ils ont rempli ce qu'il fallait, mais n'ont pas obtenu le nombre de licences demandées. Je dis encore le cas de la KSA, pour reprendre cet exemple. Pour vous, quelle lecture faites-vous justement de cette décision de la fédération, par exemple, de former ces SG sur le programme FIFA Connect? Vous êtes sans ignorer que le problème de licence, en réalité, je passe de tout commentaire. Vraiment, j'ai envie de le dire comme ça pour être souple, pour améliorer mon style langagier, parce que tout le monde s'accorde à le dire. L'ancien dirigeant de Fovu ici et le président de Sawa United, vous-même d'ailleurs, tout le monde sait que le problème de licence, depuis quelques années quand même, c'est un serpent de mer, c'est une certitude. Donc vous avez bien fait de résumer justement quand vous me questionniez dessus. Il y a des clubs qui ont toutes leurs licences, il y en a qui n'en ont pas. Les listes sont assez longues.
On pourrait en citer à l'appel, Venditoudi, etc. Il y en a des clubs à qui on présente, tu disais, de licence seulement, etc., etc. Ça, tout le monde le sait. Le cas le plus patent, c'est celui de la KSA, parce que justement, le promoteur, Gilbert Kadi, que nous saluons, a réuni les journalistes dans le cadre d'une conférence de presse et s'est expliqué là-dessus. Récemment à Douala. Donc, c'est un problème vraiment qu'il faut que la Fédération de Cameroun de football résolve. Moi, pour une fois, en toute honnêteté, quoi qu'on puisse dire de la fédération, ces temps-ci, évidemment, qu'il y a des zones d'ombre, ça c'est une certitude. Je pense pour ma part que ce séminaire, il vient à propos, et ça c'est quelque chose d'assez sympathique, qu'est pensé la Fédération camerounaise de football. Vraiment, il faut le dire. Et là, tout le monde, in fine, comprendra qui a tort, qui a raison. La fédération, vous le disiez, c'est ici regarde en chien de faïence avec certains clubs. Voilà, je pense qu'on pourrait, à mon avis, peut-être pas accuser les clubs, mais au sortir de ce séminaire, justement, on saura, justement, qui a raison et qui a tort. Moi, je me réjouis, vraiment, je me réjouis, j'applaudis la fédération de football, car c'est bien fait. Il faut le dire que pour une fois, qu'elle s'amène, qu'elle en arrive à former les présidents de clubs, justement, les secrétaires de clubs, à la donne de l'introduction des données à FIFA Connect. Il ne vous a pas échappé, et ça Serge le sait, parce qu'il était un acteur en sa qualité de président de Fofo Amandelo, du moins de responsable directeur général de Fofo de Baham, que sous Sédou Mobonjoya, j'ai eu dire, avec, à tue-tête d'ailleurs, que le Cameroun était en l'état le premier élève, ou le bon élève, parlant de l'introduction justement de certaines données, après que la FIFA Connect ait été, j'allais dire, a été introduite justement dans le foot. Donc sous Sédou, vraiment, le Cameroun était une référence. Certains Camerounais, justement, il leur arrivait d'aller former d'autres dans certaines fédérations voisines, etc., fédérations consoeurs en Afrique et même ailleurs, parce qu'ils avaient les outils nécessaires. Je pense que la fédération, l'exécutif de cette fédération aussi, compte tenu du fait, ça je finis par là, mais à partir du moment où ils disent, la fédération, moi j'ai applaudi ça, parce que ils peuvent avoir, enfin, le Cameroun n'est pas en autarcie, et puis le monde est en perpétuel mouvement, voyez-vous. Donc avant on était à l'époque des startups, justement, aujourd'hui on est au niveau des smartphones, et même, voilà, les smartphones se modifient tous les jours quasiment. Donc il peut y avoir justement des améliorations, justement, que ne connaissent peut-être pas certains clubs. Vraiment, je préfère me limiter à ça, mais moi j'applaudis qu'il y ait justement ce séminaire-là, je veux dire, pour introduire, pour apprendre justement au secteur général des clubs à introduire. Donc après, certainement, chacun se fera son opinion. Et là, on saura qui a raison, qui a tort. Donc je m'en réjouis. Donc après, maintenant, vous me posez la question de savoir, pour finir, est-ce que le Cameroun n'a plus, j'allais dire, des technocrates justement pour enseigner ça, pour permettre qu'il n'y ait pas trop de problèmes? Je me questionne. Je me questionne pourquoi? Parce que le problème de licence, on en a tellement parlé depuis ces derniers temps qu'on en arrive à nous poser la question de savoir si effectivement le Cameroun a encore des technocrates justement pour faire ce genre de choses. Sauf si je vais finir par là, peut-être que l'introduction des données, elle se fait en bonne et due forme, mais peut-être, j'allais dire, l'impression des licences peut-être se fait à tête chercheuse. Vraiment, on pourrait en déduire comme ça. Si tant est qu'en réalité, dès qu'on introduit les données en bonne et due forme, on a toutes les licences. Je me réfère encore à la conférence de presse à laquelle j'ai pris part du président Gilbert Kadi parlant de la KSA justement, qui jusqu'à un certain moment n'avait pas eu les licences requises alors qu'ils avaient fait des introductions de données l'année dernière. Donc je me dis soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais on en aura le cœur net. Vraiment, je préfère être prudent là-dessus. Je me comporte un peu comme mon frangin de droite, Serge Kanté Mkwam, justement, que j'aime appeler un agent de l'ONU, parce que lui, il aime l'apaisement. Je préfère justement être prudent et espérer justement que le séminaire se fasse et qu'on en vienne à nous dire, voilà, c'est une bonne chose et que peut-être les secteurs de club soient édifiés pour ne plus commettre des erreurs. Si tant est que peut-être du point de vue de la FECAFOOT, certaines données ne sont pas introduites en bonne et due forme, d'où le manque justement d'obtention de licences requises en nombre quand, voilà, quand le club est en voie de les attendre. Voilà. Alors, dans cette situation, président Atangana Fouda, à qui revient la faute? Moi, je veux bien qu'on cherche le bouc émissaire. Mais écoutez, il y a peut-être 6 ou 8 ans, il y a eu cette formation. Mais Bizot est venu ici, le directeur de la compétition est venu à Douala, au Parcours Vita. Il a fait cette formation au moment où on a demandé d'intégrer
ce concept-là dans le problème des licences. Et il y a peut-être 2 saisons, au niveau régional, le secrétaire général actuel, Jacques Ko, au niveau de la région, moi j'étais à ce séminaire-là, une demi-journée. Vraiment, je ne sais pas, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant, si on veut prendre 2 jours en Bancomo pour former les secrétaires généraux des clubs amateurs, au fait, il y en a combien? Ils pourront contenir tout ce monde-là, les clubs amateurs. J'estime que ça, c'est vouloir faire croire qu'avant, il n'y avait rien. Non, il y a eu des formations. Moi, par exemple, je sais comment mettre, je mets, c'est moi, pour savoir, c'est moi qui mets les dossiers. Maintenant, le vrai problème, c'est que la FECAFOOT n'a pas un fichier central. L'Ouest qui commence toujours, sans problème, je ne sais pas comment ils font là-bas, et qui termine rapidement. Dès qu'ils ont terminé, les joueurs là-bas viennent au littoral ou vont au centre et ils se font enregistrer et ils jouent là-bas. Comment est-ce que la FECAFOOT fait pour ne pas avoir un fichier central de manière que dès qu'on introduit au littoral, que Yaoundé sache que non, mais écoutez, ce n'est pas bon, ce monsieur existe déjà, ceci ou cela. Et je ne sais pas s'il y a une volonté de ne pas le faire, de ne pas vraiment harmoniser cela, parce que je ne comprends pas que tu as un chèque d'une banque, et tu es allé à Garoua et on te donne un chèque là-bas et tu peux toucher ton chèque partout, dans tout le pays. Ça veut dire qu'ils ont amélioré leur système informatique. Pourquoi la FECAFOOT, on suppose que le football génère beaucoup d'argent, n'arrive pas à le faire? Parce que le cas de Kadji, quand il dit qu'il a introduit les dossiers il y a 5 mois, et c'est à 1 semaine du début du championnat qu'on lui donne 11 licences, parmi lesquelles 3 gardiens. Absolument. Mais écoutez, Kadji, le KSA, ce n'est pas les centres du quartier. Ça veut dire qu'ils sont assez professionnels pour savoir pourquoi ça n'arrive pas aux autres centres de référence, seulement à celui-là. Il y a d'autres choses derrière qui sont extra sportifs. De l'impression, de l'essence, de ta tête chercheuse. Et l'autre problème qui se pose aussi, c'est que les textes de la FECAFOOT disent que les mineurs, il faut l'autorisation parentale. Et l'année dernière, le directeur des compétitions, oui c'est ça, directeur de développement, fait une circulaire pour dire que les mineurs doivent donner la carte d'identité. Écoutez, vous-même, à la FECAFOOT, vous marchez sur vos propres textes. Vous allez prendre un centre qui a KSA dit qu'ils vont avoir 300 ou 400. Il faut prendre 400 jeunes pour aller faire les cartes d'identité qui ne sortent même pas. Ça se passe comment? Des enfants de 8, 9, 10, 12 ans. Donc, il y a ces décalages-là par rapport au texte. Et aussi, je ne comprends pas, la FECAFOOT a tout un service de licence. Tout un service de licence. Dès que tu introduis, ils doivent pouvoir vérifier est-ce que ce dossier est correct. Si ce n'est pas correct, s'il manque quelque chose, ils vous signalent qu'il y a une correction à faire. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Et de deux, quand on vous dit c'est ouvert, le système est ouvert de telle période, la période 1, de tel jour du mois à tel jour du mois. Cette fois-ci, c'était jusqu'en mars pour les amateurs. Mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez commencer le championnat. Alors, vous allez... Oui. Et pendant ce temps, les joueurs vont à gauche, à droite. Oui. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font que il y a des dossiers qui ne soient pas bien. Et ce n'est pas que les secrétaires ne savent pas le faire. Non. Moi, cette année-ci, savoir, moi, je n'avais pas de temps. Mais c'est quelqu'un de la Ligue
régional de littoral qui a mis nos dossiers de savoir dans... Mais pourquoi nous n'avons pas toutes les licences? Donc il y a un problème. Que fait Yaoundé? Pourquoi le football professionnel, Elite 1, Elite 2, pourquoi ils n'ont pas le problème de licence? Sauf si il y en a, je ne sais pas s'il y en a. Début de saison, il y a eu. Il y en a quand même. Il y en a quand même. C'est pas normal. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis entré à la CNPS en 1974, quand j'ai commencé mon premier job. Et bon, on m'a donné un carnet, j'ai mis de côté, vous voyez, les 1974. Mais en 2007, quand je veux sortir du pays, à l'ambassade, on me dit il faut le carnet de la CNPS. J'arrive ici à Douala, on me dit non, tout est déjà informatisé, il faut aller à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé, on me dit allez au 6e étage, telle porte. J'arrive là-bas. Quel est votre nom? On met mon nom sort. Vous comprenez? Mon nom sort et on prend un carnet, on remplit mon nom, on met le cachet. Point. Vous comprenez? Pourquoi à la FECAFOOT, ce n'est pas possible? Donc, il y a peut-être une volonté de ne pas se développer dans ce sens. Donc, toutes les formations là, c'est bien. Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est peut-être caricatural, ça. Oui, justement, pour que les gens comprennent qu'il y a un problème de fond. Et j'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Il reste à peine quelques minutes. La pédagogie, la répétition, elle est pédagogique. Donc, j'espère qu'au sortir de là, peut-être la FECAFOOT elle-même en interne saura désormais sur quel pied danser. Donc voilà, c'est peut-être un prétexte aussi. Je voulais dire que c'est déjà bien que les prédécesseurs aient fait allusion au fait que ce n'est pas nouveau, la formation. Ça, on l'a fait depuis longtemps. Et il y a un nom qui a été cité tout à l'heure, M. Paul Mébizo, qui a été pendant longtemps directeur des compétitions à la FECAFOOT, a assuré maintes fois les postes de secrétaire général intérimaire. Donc, M. Petri d'Espérance, il ne sait même pas s'il y est encore aujourd'hui. Il ne sait même pas s'il est au Cameroun encore. Donc, quand on perd, moi personnellement, j'ai eu la chance en tant que vice-président de la commission des octrois de licence au CLOP, à la fédération, de travailler avec Paul, et c'était quelqu'un d'assez... il maîtrisait tous ces phénomènes. Et qu'est-ce qu'on appelle exactement FIFA Connect et tout ça? En réalité, c'est que pour partir du système manuel qui était celui de libération de main à main, la FIFA a créé un système qui permette à chaque membre de pouvoir, déjà au niveau des fédérations, d'introduire les trucs en ligne, d'introduire les dossiers en ligne. Et on a ramené ça sur le plan local, en faisant que même au niveau des clubs, que ce soit amateur ou professionnel, tout se passe de la même manière. Ça n'exclut pas qu'on puisse avoir une libération manuelle qui va passer dans le système. Mais au moins, ça fait que quand moi je veux libérer, quand je sollicite un joueur qui est à avion, d'une CAM, je prends un exemple, tu envoies le dossier du joueur qui est venu chez toi, signer les dossiers pour être footballeur. Quand tu envoies dans le système, ça te renseigne qu'il est joueur de. Voilà, tout à fait. Et dès ce moment-là, le même club reçoit la demande de libération, si c'est la libération que tu veux, ou bien si c'est un prêt. Ça veut dire que vous interconnectez, et il y a la fédération qui est l'interface qu'il voit, qui peut suivre le tracé du footballeur. Donc ça s'est déjà fait. Mais il n'est pas exclu que c'est important de toujours recycler les gens. Donc, prenons du bon côté la formation. Prenons du bon côté. Maintenant, si c'est fait, comme certains le disent, pour justifier quelque chose, ça n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, la fédération a pour mission de former ses dirigeants là régulièrement. Moi, j'aurais souhaité que depuis 2009, qu'on a eu le stage gagné en Afrique avec l'Afrique, avec la FIFA ici, pour les dirigeants, qui ait des formations même pour les présidents. Parce qu'il y a des attitudes qui viennent de l'ignorance. Parce qu'entre 2009 et aujourd'hui, on ne peut pas compter combien de nouveaux présidents ou bien de nouveaux dirigeants sont sortis. Donc il n'est pas mauvais de les mettre dans un espace et leur apprendre des choses. Et le grand frère Tangana fait allusion à quelque chose, c'est vouloir regrouper les gens en 2 jours à un point. Je trouve que ce n'est pas normal. Pourquoi? La base est trop grande dans le football amateur. Dans le foot professionnel, on peut encore dire qu'on regroupe les gens parce qu'on peut les compter au bout des doigts. Mais vous n'allez pas prendre 300, je sais pas, 300 secrétaires généraux de football amateur dans une salle ou 500. L'idéal serait peut-être d'envoyer vos personnes verser c'est-à-dire par région, les regrouper, ou par département, les regrouper, pour être sûr que le message passe. Donc, moi, je pense que c'est peut-être un début. Il y aura des choses qui seront faites par la suite pour qu'on apprivoise ce qu'on veut enseigner. Mais là-dessus, globalement, il y a une volonté quand même de faire que le foot, qu'on comprenne ce que les gens sont en train de faire. Mais quand vous le faites en perdant
des cerveaux comme M. Mebizo, on se pose des questions. Quand je me rappelle, à moins que je me sois trompé, d'avoir vu récemment un courrier qui sortait les licences d'un service qui est autonome pour envoyer au secrétariat général du président, je me pose la question, n'est-ce pas ce qui est peut-être à l'origine de la lenteur? Est-ce parce qu'il n'y a pas peut-être assez de mains expertes qui manipulent les licences que ça traîne? Parce qu'en réalité, lorsque vous introduisez votre licence chez vous, dans votre région, un peu comme on a fait avec Sawa, lorsque c'est introduit, tout est visible en machine à Yaoundé. Donc tout ce qu'il faut, c'est imprimer. Pourquoi la licence ne sort pas? Voilà la question. Pourquoi ça ne sort pas? S'il y a des problèmes, avant, pourquoi ça sortait? ne sort plus? Pourquoi ça sortait? Pourquoi ça ne sort plus? Impression en tête, chercheuse. Est-ce que peut-être la fédération vous explique un peu qu'est-ce que la fédération vous dit l'explication ne va pas tenir, parce que même si l'explication ça ne tiendra pas, parce qu'en réalité, vous prenez le cas KSA, vous comprenez que ça ne va pas tenir l'explication. Parce que si moi j'ai introduit mes licences, vous ne m'avez pas écrit pour dire que je ne l'ai pas fait, ou bien je n'ai pas de notification de pourquoi ça ne sort pas, et qu'on me permet de jouer avec un bordereau, ça veut dire qu'on admet que mes licences sont bloquées quelque part. Absolument. Et dès ce moment-là, je ne suis pas responsable de la licence parce que c'est vous qui l'imprimez. C'est vous qui organisez la compétition. Donc, me pénaliser pour ces licences, quelque part, c'est injuste. Parce que ça ne dépend pas de moi. Maintenant, s'il y a eu des blocages sur mes licences et que j'ai l'information avant de ne pas y pallier, c'est autre chose. Donc, là-dessus, vous voyez qu'il y a un ensemble de choses qu'il faille clarifier. Mais moi, ma gêne, c'est de perdre des mains expertes qui, pour des raisons, en Côte d'Ivoire, il est allé sûrement pour apporter son expertise. Absolument, absolument. Et là, j'ai dit, c'est une perte. Parce que si on a formé des gens comme Paul, en Tunisie et autres, pour être à la hauteur de la tâche, et que le Cameroun pendant longtemps était un exemple en matière de mise en ligne des dossiers, même les dossiers CAF des clubs, avec Paul, on les a travaillés en commission, ça passait comme la lettre à la poste. Qu'aujourd'hui, il ne soit pas là et qu'on ait un blocage, c'est pas bien. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est pas pour dire que ceux qui sont là ne travaillent pas, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc il faut y pallier. Et ce qui est plus grave, on vous fait une circulaire que vous allez jouer cette saison avec les bordereaux. Vous commencez la première phase. Maintenant, au niveau des barrages, on vous dit celui qui n'a pas de licence ne joue pas. Vous faites comment? On a donc pénalisé beaucoup de clubs au niveau des barrages. Sans licence, vous ne jouez pas. Et pendant que certaines équipes, quelques rares équipes avaient des licences et sont devenues champions comme ça. Là. Tout à l'heure, tu as fait allusion à une entreprise citoyenne. Il a parlé d'une société qui nous concerne tous, la CNPS. J'ai dit, chaque fois qu'on parle comme ça nous donne envie de demander que soit les gens copient l'exemple de ce qui marche et l'appliquent, et encore plus de féliciter ceux qui gèrent des entreprises de cette envergure-là. Parce que imaginez-vous qu'un Camerounais lambda, comme vous, se dirige dans un service, rien qu'en mettant son nom dans une machine, on peut lui donner l'information dont il a besoin. J'ai dit, bravo monsieur le directeur général. De 1914 à 2007, ça fait combien d'années? Donc, c'est encouragé. Peut-être pour sortir, Emmanuel, pour sortir, qu'est-ce qu'il faut peut-être attendre de ces formations-là? J'ai l'impression qu'en réalité, que tout ce qui a été dit ici tient la route et que peut-être subtilement, la fédération veut profiter de cette formation, même si on a coutume de le dire, la formation est pédagogique. Peut-être qu'elle veut profiter de cette formation-là, peut-être pour s'éviter des tares, parce qu'elle-même sait que le problème de licence a été, comme je le disais, un serpent de mer et qu'il faille tout au moins remédier à ça de manière définitive. Et comme Serge l'a dit, vivement que cette formation-là soit, et qu'on trouve justement des palliatifs pour qu'il n'y ait pas 400-500 personnes dans une salle. Vraiment, en 30 secondes, permettez-moi, je vais finir l'émission, tire à sa fin. Je regarde le doyen. Doyen, je ne vous ai jamais dit merci. Je profite de cette plateforme. On n'a pas fini, hein. Moi, je n'ai pas fini le questionnaire, je vous en prie. J'avais quand même un message à lui faire passer. Oui, vous allez le faire même après l'émission, Emmanuel. Ce n'est pas un problème. Président Tangana Fouda, qu'est-ce que vous êtes quand même au sein d'un club, qu'est-ce que vous, par exemple, vous attendez d'une telle formation? Non, écoutez, on doit se former tous les jours. On apprend tous les jours. Donc, une formation de plus, c'est toujours bien.
de pouvoir que ce qu'il faisait déjà ça soit confirmé, et la confirmation que ce qu'il faisait bien. La formation, c'est bien, mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas de former quelqu'un qui va mettre les dossiers dans le système et les laissants ne sortent pas. Finalement, ça a servi à quoi? Parce que le problème n'est véritablement pas pour moi au niveau de la formation, de ceux qui mettent. C'est bien qu'on actualise, qu'ils se recyclent, mais la finalité, est-ce que la licence va sortir à temps? Est-ce qu'on pourra donc jouer avec? C'est ça, mon sauf problème. que, doyen, c'est très important. La conférence de presse de Kaïssa a quand même fait tache d'huile. Et j'ai l'impression que subtilement, justement, l'Africa Foot voudrait se servir de ce tremplin de formation, justement, pour remédier un certain nombre de tares, justement, qu'elle se reprocherait. Parce que c'est pour cela que je dis que cette formation-là, elle est la bienvenue. Je l'ai dit au début. L'Africa Foot elle-même, elle est consciente, certainement, du fait que c'est un problème. Donc, il vaut mieux en profiter, passer par des formations, justement, et revenir, voilà. Que faudra-t-il attendre? Que faudra-t-il attendre? Qu'est-ce qui devrait changer à l'issue de ces séances de formation-là? Voilà, ça c'est une interprétation, Emmanuel. Je vais répondre directement à Lydie. En réalité, sachant que le mouvement est en perpétuel, il est dynamique. Et à partir du moment où les nouvelles personnes arrivent sans expertise, il est important de les mettre au pas. Et ça va dans droit ligne avec ce que le grand frère disait, parlant de la formation doit être continue, permanente. Pour certains, ce sera du recyclage parce qu'ils en savaient déjà quelque chose. Mais sachons aussi que dans le système informatique, parce que c'est lié à l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle des nouveautés aussi. Absolument. Donc quand vous allez à une formation, même en termes de recyclage, vous apprenez des choses nouvelles. Vous vous affinez sur des choses qui vous dérangeaient. Vous posez des questions sur des blocages que vous rencontriez ou bien sur des hypothèses qui peuvent se présenter à vous. Et ça c'est bien. C'est-à-dire on est dans un monde dynamique. C'est normal que la fédération, qui est l'organisatrice des compétitions, organise des choses de ce genre, un peu comme la FIFA ou la CAF le fait dans son domaine de compétences. Donc là-dessus, j'ai dit, la formation, à aucun moment ne peut être mal perçue. Maintenant, il faut qu'on l'organise dans les conditions idoines. Ça peut être en ligne pour que tout le monde suive de la maison. Ça peut être dans une salle, comme on le souhaite, pour que certaines personnes participent. Ça peut être délocalisé de façon à ce que les responsables qui vont présenter les choses aillent vers les administrés pour qu'il y ait cette chaleur. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi par le passé. Donc tout ça mis ensemble, nous voulons que le football anti-profit, que ce soit pas seulement un effet d'annonce. Parce qu'en réalité, ces formations, quand elles se passaient, même on ne parlait pas beaucoup. Parce que c'était normal. Ça entrait dans ce qu'on appelle le cursus normal de l'administration. C'est-à-dire formé. Vous avez vu avant, on parlait des stages FIFA de ceci, même chez les arbitres. On ne parle pas beaucoup parce que c'est normal. Ça sont des trucs planifiés à l'avance qui se font dans l'intérêt de l'amélioration du football par rapport à un segment qu'on a choisi. Et là, on a choisi la mise en licence en ligne. On prépare une nouvelle saison qui va démarrer bientôt. C'est normal que tout le monde, à mon avis, se mette au pas par rapport à cela. Donc il faut encourager les actions comme celle-là, mais sans négliger forcément les autres qui restent connectés à elles dans l'intérêt du football. Merci bien, Sèche Kamdem Kwam. C'est sur ces paroles qu'on va refermer cette émission. Merci Albert Tangana Fouda d'être venu et Emmanuel Marop d'être venu. Merci à Adonis Yamel qui était à la réalisation. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir.